Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau Ligue 1 Legends, votre dose mensuelle de culture Ligue 1, de nostalgie Ligue 1, avec un plateau de qualité autour de moi. Monsieur Scipion avec un maillot vintage absolument exceptionnel est avec nous. Comment tu vas, Adri? Bah écoute, moi je vais très très bien Alex, bien sûr, émission de Boomer, on est là, le maillot mythique, Floqué Paoletta, Bien on est au sûr. rendez-vous, ça fait tellement plaisir de retrouver Ligue 1 Legends pour cette première de 2022. Ah non mais vraiment, ce maillot est absolument magnifique. Max, comment tu vas? Doublement stressé. Déjà, on a fait un petit auto-test où il y avait 2 barres juste avant l'émission, donc bon, on s'attend pas à un week-end incroyable. Mais surtout, j'ai l'impression que ce soir, le Marseille-Lens, enfin le Lens-Marseille, va déterminer une grosse partie de la saison des deux équipes. Ouais. Donc je suis très très impatient, mais un petit peu frileux avant ce match-là. Ah, moi je mets beaucoup d'espoir en Seko Fofana pour vous calmer un peu et laisser Nice tranquillement sur cette deuxième place, tu vois, c'est très très bien. Et avec nous, notre invité, du coup, Kevin, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de FlexScout sur Twitter, est avec nous. Comment tu vas, Kevin? Écoute, ça va très bien. Tu vois, j'ai suivi le thème, j'ai le maillot d'une légende derrière moi. Donc je pense que c'est une bonne émission qui s'annonce. Ouais. Bon, après, t'es supporter ni moi, c'est pas League de Legends, mais bon, on s'est dit, on va Et- quand même être sympa, on va le laisser participer un peu. Écoutez, il est en Ligue 1, ce monsieur, hein, donc on va commencer à me respecter. Voilà, c'est une légende. Alors, Après, je parle pas de Renaud Ripard, je parle de ton club. moi je suis ravi On l'embrasse, Renaud. je suis ravi que Flex soit avec nous parce qu'il va pouvoir me donner les bons tips Ligue 2, quoi, comment on s'y prépare, c'est quoi l'abonnement pour le vendredi, comment on se rend à Niort, à Queville, franchement c'est un plaisir, hein. Tu apprendras que les matchs le lundi soir, ça fait souvent match nul et c'est souvent très mauvais. Donc tu vois, une petite couverture et t'es prêt pour ça. Ça me changera pas d'habitude. Bon, en tout cas, je vois que vous êtes bien réveillés. Est-ce que vous êtes chaud pour cette petite émission rétro? Ah ouais, carrément, carrément. Franchement, ça fait tellement plaisir de se retrouver là. Et puis en faisant les recherches, bah c'est vrai que on va commencer à en parler. La situation des Girondins, elle est pas idyllique. J'essaie de défendre mon bout de gras, un peu de mettre de la bonne nostalgie, des bonnes ondes aux supporters. Et j'ai notamment retrouvé un but de Il reste au Jussier moins ça. voilà, un but de Jussier en solitaire absolument mythique, saison 2010-2011, avec un contexte qui est assez sympa. Je sais pas si Amaury, tu as le but, mais en fait, Bordeaux retrouve Lyon dans les premières journées de cette saison-là, et la rivalité entre Bordeaux et Lyon était encore assez forte après le match de Ligue des Champions, le quart de finale, et Bordeaux a ouvert le score par Alou Diarra. Et sur cette action, en fait, Jussier, je pense que vous l'avez vu, il y a Hugo Lloris qui sort de loin, et qui voilà remet le ballon. Jussier se retrouve à 40 mètres du but avec le but quasiment vide, il peut tenter le lob. J'étais au stade, tout le stade a dit tire, tire, tire. Il y a même sur Girondin TV et Marius Trésor qui a dit mais tire, mais tire. Il s'est vraiment déchaîné et Jussier non, il y allait de son petit but en solitaire, il a dribblé 3 Lyonnais pour marquer, je pense, un des buts les plus mémorables que j'ai pu voir à Chaban-des-Mas. Évidemment, il y a le fameux but de Gourcuff contre le PSG, mais celui-ci dans le contexte, voilà, on tape Lyon. Alors certes, évidemment, on a terminé loin d'eux encore une fois, mais celui-ci il faisait bien plaisir à l'époque. Talent gâché un peu Jussier quand même, hein, parce qu'il avait un talent assez fou, mais très irrégulier dans mes souvenirs, et souvent blessé aussi, non, c'est ça? Les Ouais. blessures, je pense que techniquement, il pouvait jouer 10, il pouvait jouer second attaquant, il était vraiment doué. Chaque fois qu'il était à 100%, il nous a rendu énormément de services. Et pareil, tu vois, une fois, il a été absent pendant 7-8 mois. Bordeaux affronte Liverpool en Coupe d'Europe. Premier match, il arrive, il fait une déviation de la poitrine pour Crivelli qui marque. Enfin, voilà, on a eu un duo de Jussier-Crivelli, c'est dire aussi. Ça remonte, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans, non, c'était il y a 3-4 ans, donc ça rappelle des bons souvenirs aussi. Et juste débat parallèle, mais Jussier ou Wendel dans votre cœur à Bordeaux, qui a le plus marqué? Wendell quand même, je pense. Ouais. Wendell parce que il est à 100% là lors du titre 2007-2008. Il fait une saison de fou furieuse que n'a jamais pu faire Jussier. Mais Jussier, tu vois, il était très classe à chaque fois qu'il est revenu blessure. Enfin, il n'y a jamais eu de problème avec lui par rapport à son contrat et tout. Mais Jussier, il garde une cote. D'ailleurs, il habite toujours à Bordeaux. Comme beaucoup d'anciens Bordelais, à l'image de Chamaï Mikou, il a investi dans le vin. Il se fait plaisir. Donc, Wendell, je pense qu'il est un peu au-dessus quand même. En parlant de magicien absolument incroyable de notre bonne vieille Ligue 1, Nabil Fekir, est-ce que vous avez vu le but qu'il a failli mettre avec le Betis cette semaine? C'était absolument. Alors bon, évidemment, c'est en Liga avec le Betis, donc on n'a pas les images, mais du coup, moi, ça m'a fait penser à lui. En plus, il y avait le derby hier soir, et ça m'a fait penser à sa célébration.
Mythique. contre Saint-Etienne, la célébration à la Messi, parce que moi j'aime bien ce genre d'ambiance, j'aime bien ce genre de célébration, surtout qu'en plus c'était pas non plus bien méchant. Je sens qu'il y avait une petite polémique, ça, ouais, c'est pas, Il y c'est avait eu pas. envahissement de terrain et tout, les commentateurs c'était un peu déchaîné, donc ouais, ça avait marqué quand même les esprits. Mais Alors je qu'en me souviens vrai, qu'il y je avait trouve une qu'il y avait grosse pas lieu, polémique. Il y avait une grosse polémique, on avait dit, mais et puis ça avait été au-delà, ça avait été jusqu'à à quel point on peut chambrer l'adversaire dans ce genre de contexte, enfin un immense, mais qui a pas lieu d'être parce que ça fait partie de l'histoire, je pense, de ce genre de match-là. Et par rapport à toute proportion gardée, mais par rapport à un match comme hier où on retiendra pas grand-chose, ce genre de match-là reste quand même dans la légende pour ces images-là. Donc et si c'est l'inverse, c'est génial quoi. Monet Paquet à Gerland qui affiche son maillot, on est tous on adore. C'est ça. Et puis je pense qu'il faut arrêter d'essayer d'aseptiser un peu le football. On se régale avec des moments comme ça aussi. Hein. Moi, sans ça, le foot il perd un peu de saveur en tribune. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout un derby. On le sait en plus, généralement, un derby, ça va souvent être un match très disputé. Ça va pas être le match le plus spectaculaire parce qu'il y a personne qui veut perdre. Si en plus tu enlèves la tension, tout le drama autour de ça, avec ces chambrages, le trash talk et tout, mais au final, il y a plus rien, quoi. Non, il faut garder ça. On parle pas d'une célébration particulièrement provocante en plus. Franchement, ça va. Après, c'était la goutte d'eau, quoi. C'est au bout d'un match ultra dominé, une fessée. Enfin, tu vois, il y a le contexte aussi qui joue peut-être un peu. Mais tu vois, s'il avait mimé une fessée, je dis pas. Ok. Et encore que moi, j'aurais été client, tu vois. Mais bon, j'aurais compris qu'il y ait polémique. Mais là, franchement. Mais après, est-ce que s'il fait ça à 0-0, enfin, s'il ouvre le score et qu'il fait ça, est-ce que c'est pas pire? Je sais pas comment ça peut aussi être. Donc au final, je pense que voilà, tout est dit et non, il faut garder ça, il faut garder ça. Il faut garder ça. Nabil, reviens en Ligue 1 s'il te plaît aussi. Déjà, parce que quel joueur incroyable. On risque d'en reparler un peu d'ailleurs de Nabil Fekir juste après. À plusieurs reprises, ouais. C'est une émission un peu dédiée à Nabil, on va pas se mentir. Non, mais s'il veut faire un petit retour, un petit comeback en Ligue 1 dans un club en rouge et noir plein d'ambition, la porte est grande ouverte. Mais t'en as pas marre de taper Lyon, toi, sans déconner? Non, moi, ça va. Tu prends tous leurs jeunes et maintenant tu vois leurs anciens aussi. Écoute, on prend. Club ami, l'Olympique Lyonnais, on prend. Club ami, ouais. Quand on t'offre des Amine Gouiri à 7 millions d'euros, effectivement, moi j'appelle ça un ami. Hein. Il y a un petit jeune là à aller chercher sur le banc un peu, Ryan Cherki ici. Écoute, la voie est toute tracée, Ryan, tu sais, il y a une place qui t'attend. Qui rejoigne son copain là. C'est dans ça, le 4-4-2 régulier de Galtier. Là, ça sera parfait. Mais en termes de club ami, j'ai vu qu'il y avait l'histoire Mandanda aussi cette semaine. Après à ma vie, Mandanda. Ouais, beaucoup moins ami comme club là pour le coup. Il y a un rapprochement bizarre qui se fait quand même. Il y a un deal, il y a des deals sombres là qui passent depuis le début de. Non, ça a été démenti par Nice. Ils ont dit non. En fait, c'est juste que Julien Fournier, le directeur sportif, connaît très très bien Steve Mandanda et que du coup là revient souvent, mais que c'était pas dans les plans actuellement. Tu as déjà Benitez Mandanda. Oui, bien sûr, oui. Ils ont déjà réussi à leur refourguer à ma vie en début de mercato. Ah, ma vie, attention, on touche pas à ma vie. C'est l'enfant du pays. Oui, c'est l'enfant du pays. Jordan à ma vie à Nice. Très très content, bien sûr. On va voir ça rappelle les petites Gambardella, tout ça. Exactement. C'est ça. Je serais très content qu'il puisse se relancer. Petit. Ouais, petite pépite peut-être avant de démarrer l'émission. Ouais. Alors c'est un but que j'ai retrouvé. Je vois souvent passer des joueurs du siècle sur Twitter en parlant de joueurs lambda. Pour le coup, c'est un vrai joueur du siècle qui avait marqué ce but-là, c'est Rai. Et c'est vrai que c'est en travaillant le sujet qu'on va évoquer juste après, le sujet RC Lens, que j'ai vu ce but. Il devait être 2h du matin. J'étais dans mon canapé, je me suis levé tout seul. Les voisins n'ont pas dû comprendre, mais cette manager est absolument exceptionnelle. Donc tu t'es levé sur un but du PSG. Des fois le football fait que alors j'espère on rappelle que c'est... monsieur est marseillais. On va pas faire une capsule, on va pas on va éviter. Clippez, mettez ça sur Twitter s'il vous plaît. Ouais, après on va parler de l'Olympique Lyonnais, donc c'est peut-être pas la meilleure émission pour clipper des trucs sur moi, mais en tout cas le but de Rai, non, il faut reconnaître aussi que
que c'est un but absolument fantastique. Qui intervient dans une saison du PSG qui était un peu morne, hein, si je dis pas de bêtises. On n'a pas les deux Parisiens avec nous aujourd'hui pour nous en parler, mais ça permet aussi de travailler ce genre de sujet, de revoir ce genre de joueurs qu'on a oublié ou qu'on n'a pas vu, parce que là pour le coup ça remontait à 97, donc j'étais pas devant ma télé, mais c'était un magnifique but et je pense peut-être un peu plus iconique que vos deux buts que vous avez choisis. Mais après, excuse-nous, monsieur Lested. Non, après, saison morte, par contre, ils avaient quand même une doublette Raï, Marco Simone qui est débarqué de Milan. Bon, c'est peut-être que le résultat n'est pas au bout, mais par contre, ils ont dû quand même prendre du plaisir avec ces deux-là devant. Je pense qu'ils étaient quand même pas mal. Petit rappel des titres. Donc, on va se faire une rétro donc, sur le RC Lens, le titre du RC Lens, l'unique titre de Ligue 1 du RC Lens. On se fera un petit tournoi après avec les plus beaux duos de notre Ligue 1, quel a été le plus marquant sur ces 20-30 dernières années. Juste après, un petit focus sur des joueurs les plus impressionnants de ce championnat au milieu de terrain, Michael Essien. Et on terminera avec l'un des plus beaux matchs, si ce n'est le plus beau match de toute la Ligue 1 de l'histoire, bien sûr, Monaco-Nice 2005, avec une remontada assez incroyable. Est-ce que ça vous va, messieurs ? Peut plus changer de toute façon. C'est magnifique. Pas le choix. Je pense qu'on est obligé. Eh ben c'est parti, parce que là on va donc remonter à une époque où Metz jouait le titre, Marseille alignait une défense, Laurent Blanc, Serge Blanc, Raï faisait encore rêver le Parc des Princes, ça on l'a déjà vu. Cannes et Châteauroux étaient encore en Ligue 1, ça aussi c'est assez incroyable. Et à la fin c'est un club encore plus surprenant qui l'emporte, Max, donc le RC Lens. Exactement, on va revenir sur le premier titre de l'histoire du RC Lens. Alors c'était un choix très personnel quand on a fait la petite réunion pour préparer l'émission, parce que moi ça me ramène vraiment à mes premiers souvenirs foot, qui sont pas liés directement à l'équipe de cette saison-là, mais à l'équipe de l'année d'après, qui ira en Ligue des Champions, contre le Dynamo Kiev, le Panathinaïkos, contre Arsenal aussi. Alors c'est peut-être une époque que Kevin n'a pas connue, mais toi Alex, t'étais déjà un petit peu plus vieux, ça te rappellera sans doute les moments Ligue des Champions le mardi sur TF1 avec Roger Zabel. Ah le tacle comme ça sur mon âge. C'est pas un tacle. Il y peut rien. Il a pas vécu Roger Zabel sur TF1, il peut rien. Exactement. Très bien. Commence très bien cette émission. Ouais, c'était quand même l'un de mes premiers gros souvenirs foot, cette campagne européenne du RC Lens, et je me suis intéressé un peu à la jeunesse de cette équipe-là. Et puis ça me tenait un peu à cœur parce que c'est un foot qui n'existe plus, on va le revoir et on le revoit déjà d'ailleurs, merci Amaury, dans les images, parce qu'il y avait des typologies de joueurs qui n'existent plus vraiment aujourd'hui. Cette équipe, elle était composée de joueurs type Jean-Guy Wallem, Eric Sicora, Tony Vérel, Guillaume Varmuz, Michael Debève, des joueurs qui étaient issus du cru malgré tout, qui avaient Johan Lachor qui était formé à Lens et qui finira jusqu'en équipe de France Espoir. C'est une équipe qui était vraiment un peu issue de ce bassin-là et qui avait une certaine attache. L'équipe n'avait pas beaucoup changé pendant plusieurs années. Ça fait penser un petit peu, toute proportion gardée, mais au Sedan qu'on avait évoqué dans une précédente émission, qui avait fait 1, 2, 3 épopées avec la même équipe. Et c'est vrai, tu le disais en intro Alex, l'intérêt aussi, c'est que ils se sont tirés la bourre avec le FC Metz, qui sont aussi quand même deux équipes, on va dire, d'une France un peu diagonale du vide, d'une France qui n'existe pas vraiment et qui existait, qui était fière de ces équipes-là. Mais ça, les Lensois apprécieront. Ils le savent sans doute. Mais pour qui, en fait, le football était une façon aussi de se marquer sur le territoire national et une façon de s'imposer, de dire, on existe aussi. Et le foot permettait ça. Le permet encore, mais peut-être un petit peu moins. Donc, pour remettre un peu de contexte avant de rentrer, donc vous avez une partie des images, c'était 1 an avant la Coupe du Monde en France, donc saison 97-98. Donc, il y avait déjà un petit parfum particulier qui régnait sur la Division 1, qui était l'appellation de l'époque. Alors, on l'a dit, le RC Lens va être champion de France, mais il y a plein de petites histoires dans la grande. Déjà, alors si on peut remontrer l'équipe type, là, on vous a mis l'équipe type, mais il faut quand même comprendre qu'il y avait un effectif de 15, 16, 17 joueurs qui étaient amenés
à changer, à régulièrement se prendre la place des uns des autres. On voit Dehu en charnière qui était capable de jouer un petit peu plus haut, Magnier qui était aussi le pendant de Wallem en défense centrale. On peut citer Philippe Brunel qui était aussi quelqu'un qui jouait énormément et qui rentrait à tous les matchs. Alors on vous a mis Marc-Vivien Foé, évidemment c'est aussi pour l'hommage, lui qui fera une immense deuxième partie de saison. Et puis tant qu'on est dans les hommages, on va parler du coach de l'époque, Daniel Leclerc, qui pour le coup lui aussi nous a quittés il y a quelques temps, qui était considéré comme qu'on appelait le druide, qui a un petit peu marqué aussi cette je dirais presque plus qu'un bassin, toute une région, avec Lens puis avec Valenciennes, ancien grand joueur du RC Lens, qui était revenu sur cette année-là. Alors c'est sa première année en tant que coach du RC Lens. Et lui, son précepte de jeu, pendant tout au long de l'année, c'était de dire on va jouer. Et évidemment, on va jouer pour gagner, mais on va aussi jouer, pour donner du plaisir. Et vous le voyez sans doute peut-être à travers certaines images dans les matchs à domicile. Bollaert a quand même vibré pendant un an au rythme de cette équipe-là. Alors, parmi les joueurs qu'on n'a pas cités et qui feront une immense saison, on peut aussi citer Stéphane Ziani, que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais on vous invite à regarder des petites compiles. Techniquement, c'était propre, Stéphane Ziani. Hein. C'est ça, j'allais dire, c'est une sorte de David Silva français. Je sais pas si la comparaison a lieu d'être. C'était le meilleur passeur cette saison-là à Lens, il me semble. Exactement, c'était le meilleur passeur. Il venait d'arriver. Silva français, ça va rester. C'est beau, Stéphane Ziani, le David Silva français. Je pense qu'il sera très heureux s'il nous écoute. Je crois qu'il est toujours au FC Nantes désormais dans le staff. Et donc lui venait d'arriver en début de saison. Et la deuxième recrue, on le voit à l'image, c'est Anto Drobniak, qui venait de Bastia, immense attaquant à Bastia, et qui était recruté cette saison-là, qui sera à la pointe de l'attaque avec Tony Vell, et qui sera lui le meilleur buteur du club cette saison-là, avec une quinzaine de buts, dont notamment 2 triplés. Et un au Vélodrome. Voilà, on y arrive, ça me brise un peu, ça me fait mal, c'était un vélodrome en reconstruction, mais ouais, victoire 3-2 du RC Lens en tout début de saison, et triplé d'Anto Drobniak, penalty raté à la dernière minute, arrêté par Guillaume Varmus, bref, des bons souvenirs. Mais au-delà de ça, et ce qu'il faut aussi noter, c'est le cœur de cette équipe-là, et je vous explique pourquoi, parce que pendant très longtemps, ils ont couru loin du titre. Ils étaient toujours, pendant un grand bout de la saison, entre 4 et 8 points de retard, jusqu'à au deuxième tiers presque de la saison. Ils étaient loin, ils étaient 5e. Alors, c'est plutôt Metz qui caracole en tête sur l'année. Hein. Tu as Metz, tu as aussi Marseille qui est régulièrement en tête, mais le principal adversaire c'est Metz. Metz qui était champion en titre. Donc on le voit là, meilleure attaque. Ça aura son importance, je vous explique pourquoi après. Amo, si tu veux juste remontrer les stats quelques instants. Meilleure attaque, une seule défaite à domicile. Pour le coup, Bollaert était malgré tout un fief où personne ne venait gagner. Ils prennent la tête à 5 matchs de la fin, à la journée 30. Et justement, sur cette journée 30, ils rencontrent Metz. Et ils sont 2 points derrière Metz, ou 1 point derrière. Bref, ils sont derrière et s'ils gagnent, ils repassent devant. Et ils vont livrer peut-être leur performance la plus aboutie de la saison par le jeu, encore une fois. Et c'est là où ils vont conquérir un petit peu la France du foot, à ce moment-là, parce que les meilleurs gagnent. Au final, les meilleurs sont premiers. Et malgré tout, le trou n'est pas creusé en tête. Et tout se jouera sur la journée 34. Alors, c'est de plus en plus rare en Ligue 1. C'était un petit peu moins le cas dans les années 2000. On a déjà évoqué des titres à la dernière journée. Mais le principal fait d'armes de cette saison-là, c'est qu'on va avoir une 34e journée avec Lens qui joue contre Auxerre et Metz qui joue contre Lyon. Les 4 équipes jouent quelque chose parce qu'Auxerre et Lyon jouent pour des places qualificatives et Lens et Metz jouent pour le titre. Et pendant 60 minutes, alors que Lens est virtuellement premier au coup d'envoi, Lens sera second, parce que Metz gagnerait contre Lyon, et dans le même temps, Auxerre battait Lens. Et c'est un petit peu le symbole, Johan Lachor, le grand espoir du club, qui égalisera à une vingtaine de minutes de la fin, et qui délivrera le RC Lens, parce que Lens sera champion à la différence de but. Et ça, je pense que... Alors, à l'époque, c'était une première, je crois que depuis, on l'a pas changé. C'est vraiment une première.
plus 25 pour le RC Lens et plus 20 pour le FC Metz. Donc le côté meilleure attaque, elle prend là toute sa dimension. Et le côté jeu, le côté on va chercher, si on peut en mettre un quatrième, on va mettre un quatrième. Toute cette hargne et cette philosophie de jeu de Daniel Leclerc, elle est récompensée par ce côté, par ce titre acquis à la différence de but. Mais ils aiment bien les finishes dramatiques à Lens. Hein. Bon, au final, ça leur avait pas trop réussi quelques années après contre Lyon, mais c'était un peu une spécialité pour eux. C'est ça, c'est des équipes qui faisaient pas forcément le trou sur les 34, alors à l'époque il y avait 34 journées en Ligue 1, il y avait que 18 équipes, qui faisaient pas forcément le trou qui aimaient un peu nous faire vibrer sur les multiplex de fin d'année, et c'est pas pour nous déplaire, et sans dire que cette équipe était un one hit wonder, parce que derrière ils iront en Ligue des Champions, ils feront une bonne phase de poule contre les équipes que j'ai citées tout à l'heure. Malgré tout, Ziani partira à La Corogne à la fin de la saison. Un grand La Corogne, quand même, on peut le rappeler. C'est le super déport là à cette époque. Hein. Ça va être la gueule à l'époque. Pour le coup, c'était peut-être la meilleure équipe d'Espagne avec le Real. Donc vraiment, pour les plus jeunes, pour qui ça parle pas, le Deportivo La Corogne, c'est une vraie team. On aura Jean-Guy Wallem qui partira à Coventry. Anto Drobniak qui partira au Japon. Eric Sicora, qu'on avait oublié, qu'on prend peut-être pour un joueur rustre un petit peu, le défenseur à l'ancienne, etc., qui voit son transfert à Liverpool avorter. Ouais. Liverpool était dessus, mais lui, il y a aussi un attachement immense au club, lui qui restera, si je dis pas de bêtises, toute sa carrière. Oui, il a fait toute sa carrière. Ouais. C'est ça. Il y avait Marc-Vivien Fouet aussi, alors on le voit pas dans les images, mais dans les petits matchs Alors, il devait partir à United, mais il se blesse. Et Sir Alex Ferguson vient le voir toute la deuxième partie de saison. Donc t'as Sir Alex Ferguson à Bollaert. Bon, c'était pas très loin. Peut-être qu'en Eurostar ça se faisait bien, mais en tout cas il était ultra demandé. Et c'est sa blessure qui l'empêchera de partir à United. Et cette équipe-là, il y aura un petit déclin derrière jusqu'à l'année peut-être qu'on évoquera dans les prochaines émissions, l'année du titre raté contre Lyon. À la dernière journée aussi. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette équipe-là parce que je me suis régalé. Il y a des documentaires qui existent sur cette fabuleuse année. Donc pour ceux que ça intéresse, allez-y. Là, on n'a pas toutes les images, donc on peut pas vous montrer le Bollaert en fusion, l'après 34e journée où tout le monde va à Bollaert à 3h du matin, où les tribunes sont pleines et où toute la ville vibre au retour de l'aéroport de Gervais Martel. Gervais Martel, autre personnage iconique de notre Ligue 1 qui n'est plus président à l'heure actuelle. Foncez. Pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques, qui aiment ça ou qui sont issus de ce bassin-là, foncez. C'est vraiment une heure de football pur et puis on sent que c'était des bonnes personnes, des guerriers. Il y a plein de valeurs, plein d'histoires dans cette équipe-là. Donc vraiment, c'était une belle épopée. Et ça puis, dans cette saison-là, il faut préciser aussi, arrêtez-moi si je me trompe, qu'ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus grand parce qu'ils perdent en finale de Coupe de France contre Paris. Exact. Et en demi de Coupe de la Ligue, il me semble, contre Paris aussi. Ah oui, ils jouent tout à fond, ils jouent tous les matchs. Ça passe à ça. C'est ça, ils jouent toutes les compétitions à bloc avec malgré tout un effectif pas forcément pléthorique, on disait une quinzaine, une petite vingtaine à peine de joueurs, avec des joueurs qu'on retrouvera derrière, des Wilson Oruma par exemple, des José Carl Pierre Fanfan, des noms qui sont peut-être plus évocateurs pour les jeunes issus de la génération 2000 on va dire, mais voilà, Vladimir Smisser qui marque là, c'est un immense joueur qui finira à Liverpool, et malgré tout, peut-être le petit regret, c'est qu'après il y a la Coupe du Monde qui arrive juste après. Alors on connaît Jacquet qui avait son groupe, etc., qui voulait peut-être pas déroger à ses principes à quelques semaines et quelques mois de la Coupe du Monde, mais pas de Lensois, pas de Guillaume Varmus dans les trois gardiens, pas d'Eric Sicora qui faisait pourtant l'unanimité, pas de Stéphane Ziani à qui il sera préféré Bernard Diomède qui était à Auxerre par exemple, pas de Tony Vérel non plus, où on préférera les petits jeunes, les Trezeguet et les Thierry Henry. Alors évidemment, peut-être le comprendre. Tout se respecte, tout s'explique. Non, mais il y a pas de souci. Mais c'est vrai que ne pas voir dans une équipe championne de France qui déroule à ce point-là, ne pas voir une ou deux individualités en équipe nationale en France, c'est plutôt rare. Ouais, mais ça, il y avait aussi pléthore de talents ailleurs. Hein. Je dis pas que Eric Sicora devait prendre la place de Lilian Thuram à la Coupe du Monde. Hein.
Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, t'avais quand même un choix pour l'équipe de France. Enfin, c'était quand même assez délirant. Hein. T'avais vraiment un niveau. C'était quand même costaud. C'est ça. Et puis quand on réfléchit sur les quelques-uns qui étaient réservistes et qui sont pas partis à la Coupe du Monde, avec les Ibrahim Ba, les Nicolas Nelka, les Sabri Lamouchi, bon, il y avait quand même des joueurs, Pierre Lègle, il y avait quand même une paire de joueurs qui composaient ce vivier équipe de France, qui était d'une 35-40 joueurs qui pouvaient totalement avoir leur place. Et puis, excuse Kevin, je t'ai coupé. Non, mais je pense que je crois que c'était Daniel Leclerc qui l'avait dit à l'époque, mais ça s'explique parce que l'équipe de Lens était très très forte collectivement, mais Daniel Leclerc le dit à l'époque, il y avait sûrement d'autres équipes en Ligue 1 où individuellement c'était meilleur. Par contre, collectivement, les autres ils avaient aucune chance tout simplement. Donc ça s'explique peut-être que derrière, tu as du mal à envoyer un joueur en équipe de France. Aussi parce qu'il y a un gros groupe, que Aimé Jacquet, on le sait, il aime bien son groupe. D'ailleurs, ils sont champions du monde. Donc je pense que c'est un peu un tout. Ouais, et puis par exemple Auxerre, qui s'est battu pour les places qualificatives, était emmené par un trio, si je dis pas de bêtises, Lamouchi, Diomède, Stéphane Guivarch, par exemple, avec des individualités peut-être plus fortes, un collectif moins bon à Auxerre. Il y avait aussi Lionel Charbonnier. Voilà, c'était aussi un Auxerre qui avait triomphé les années précédentes, qui avait un background, alors c'était peut-être aussi plus important pour le sélectionneur. Donc ça peut s'expliquer. C'est dommage pour certains, mais ça peut s'expliquer. Et vraiment, s'il y a des compiles de Stéphane Ziani qui existent, je le redis, hein, alors sans refaire la comparaison David Silva, mais Stéphane Ziani, c'était vraiment un passeur, un orfèvre. Donc régalez. D'ailleurs, il y a Mesut59 dans le chat qui dit Stéphane Ziani, c'est le TJ Savanier du foot moderne. J'aime bien la comparaison TJ Savanier. Est-ce que il y avait un truc, moi pour l'avoir vu à Bordeaux de temps en temps, même voilà à Nantes, à la Corogne, il y avait ce style-là, ouais. Tout petit personnage, mais pied droit incroyable. Ah ouais, très très fort, très très fort. Et tu l'as dit, je pense que ce lance a été beau aussi parce qu'il y a eu une lutte avec le Metz de Pires, de Bruno Rodriguez, de Rigobert Song jusqu'au bout. Et certes, il y a eu la différence de but, mais c'est vrai que dans les matchs confrontation directe, Metz n'a jamais gagné. Et puis ils perdent à la maison à Saint-Symphorien contre cette belle équipe de Lens. Ça leur a coûté le titre, mais vraiment, t'imagines, Metz et Lens jusqu'au bout, 68 points, égalité, ça joue à différence de but. C'est un sprint de ouf. Et c'est vrai qu'en revoyant la dynamique de Lens, bah tu vois, à 8-9 journées de la fin, ils sont 5-6e, donc ça part de très très loin. C'est comme quoi, quand t'as une dynamique, et encore la Ligue 1, il y avait que 34 journées, donc fallait pas trop se louper non plus. Mais franchement, respect à cette équipe, c'est vrai qu'elle était attachante, et même un joueur comme Vladimir Smisser, qui ensuite a fait une très très belle carrière, notamment du côté de Liverpool, c'était un peu aussi cette filière de l'Est. Je me souviens que Lens, de plus en plus, il finit à Bordeaux d'ailleurs, Smisser. Smisser, il a fait 2 saisons à Bordeaux, il a notamment joué la Ligue des Champions avec nous, et franchement, il était sur la fin, et je crois qu'il avait 33-34 ans avant de terminer au pays, mais toujours cette espèce d'élégance, de classe. Je pense qu'on aurait pu faire un, je pense, à Vladimir Smisser, parce que il avait cette qualité technique un peu, tu vois, les mecs de cette époque comme Thomas Rosicky, tu vois, c'était vraiment un toucher de balle assez unique et singulier. Et je pense que la filière de l'Est derrière, elle s'est un peu développée à Lens. J'avais souvenir d'un mec comme Jacek Bak, je pense qu'il était dans l'équipe de 2001-2002, le Polonais. Donc non, franchement, Smisser, revoir des images de lui, ça fait plaisir, ouais. Jacek Bak, c'était un peu l'ancêtre de Kamil Glik. C'est vrai. Ouais, la comparaison. Il y a un truc que tu as évoqué, et c'est peut-être la dernière histoire dans la grande histoire, c'est ils ont 8 défaites sur la saison. 8 défaites sur 34 matchs. Et je sais pas si un champion a eu autant de défaites, alors sachant qu'ils en ont qu'une sur les 10 derniers matchs, approximativement. Est-ce qu'un champion à la journée 24, 25, 26 qui a 8 défaites, enfin, est-ce qu'une équipe qui a 8 défaites après une vingtaine de matchs ou après 2/3 de la saison va réussir à être champion? Je suis pas persuadé. Peut-être un peu plus dans la Ligue 1 moderne parce que t'as 38 matchs, mais sur 34 matchs, il faut se rendre compte qu'après 26 journées, quand t'en as perdu 8... Non, j'ai pas souvenir de ça. Et même, tu vois, Schnouch, dans le chat, il dit ça fait une moyenne de 2 points par match, c'est assez bas pour un champion. C'est vrai que c'est pas non plus, tu vois, des standards très très hauts. Je pense à cette époque, à Ligue 1 34, tu pouvais facilement dépasser les 75 points. Ah, mais c'est tellement homogène aussi, le niveau. C'est ça, exactement. Je pense que t'avais, quand tu vois les équipes de cette époque, t'as Lyon qui commençait à monter en puissance, t'avais Auxerre qui a gagné le titre il y a peu de temps, t'avais aussi Nantes qui avait une belle aura, t'avais forcément toujours le PSG, l'OM. Donc, ouais, franchement, Auxerre, Marseille, Monaco, Paris,
qui déjà à l'époque se payait de jolies stars. Enfin, il y avait vraiment un vrai niveau. Donc forcément que en termes de points, ça se ressentait, mais c'était pas quelque chose de négatif. Bien au contraire, pour moi, c'était plutôt représentatif de la compétitivité de la Ligue 1 à ce moment-là. Tout à l'heure, tu disais, Max, que cette équipe de Lens, au final, c'est le seul titre qu'elle a gagné. Son seul titre de champion en tout cas, et que c'était un peu le coup d'une saison, mais au final ça aura quand même énormément servi, puisque c'est ce qui a permis à Lens de s'installer comme un favori au titre ou comme un principal outsider au titre pendant au moins une grosse dizaine d'années, à l'inverse par exemple d'AFC Metz qui n'avait pas réussi à capitaliser sur ces bonnes saisons-là. D'ailleurs, peu de temps après, Joël Muller, qui avait donc failli être champion cette saison-là, devient le coach du RC Lens, parce que Lens, justement, avait réussi à s'installer dans ce gratin du foot français. Même genre de trajectoire aussi, c'était la JOCR. C'était vraiment les clubs qui essayaient, qui poussaient à ce moment-là, et Lens avait été vraiment une réussite. Oui, et puis l'année d'après, ils prennent la Coupe de la Ligue, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est de la Ligue ou de France, mais en tout cas, ils prennent une Coupe nationale. Donc même s'ils n'ont pas réussi à capitaliser en championnat sur leur titre, et où ils finissent 6e, si je dis pas de bêtises, l'année d'après en championnat, malgré tout, ils vont conserver une base. Alors, ouais, il y a des joueurs qui ne se remettront peut-être un peu jamais de ce titre-là, ou de cette... Eric Sicora ne retrouvera jamais son niveau en tant que latéral, le même niveau que sur cette année-là. Jean-Guy Wallem, qui était quand même je dirais un symbole, est parti. Frédéric Dehu partira aussi assez rapidement dans la foulée. Ils ne retrouveront jamais ça. Et Anton Drobniak, voilà, c'est 15 buts en pointe et il part au Japon après un an. Stéphane Ziani ne fera qu'un an aussi. Mais malgré tout, il y a une dynamique, tu l'as dit, et on l'évoquera peut-être dans des prochaines émissions, parce que c'est intéressant. Le Lens du début des années 2000, c'est aussi un favori. Et c'est un favori qui n'a pas le budget des autres favoris. Là, je sais pas combien ils sont en termes de budget sur cette saison-là, mais on a toujours les mêmes, hein. Notamment Paris et Marseille à l'époque, qui ont des budgets assez pharaoniques par rapport aux autres. Mais je pense que Monaco a un plus gros budget que ce Lens-là. Qu'on a des équipes comme Nantes, comme Lyon, qui commencent à se construire aussi une économie, qui ont des bons budgets aussi. Et malgré tout, c'est corrélé. Tu peux pas avoir le 10e budget de Ligue 1 qui va tous les ans, ou le 6e budget de Ligue 1 qui va tous les ans prendre le titre. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire. Mais je pense qu'il faut aussi remonter une petite dizaine d'années avant et regarder un peu ce que Lens faisait. Alors, la saison précédente, il me semble qu'ils finissent 13e. Ils n'étaient pas très très loin d'ailleurs de la descente à un moment donné, avec Roger Lemaire qui arrive pour essayer de les sauver. Mais les saisons précédentes, je crois qu'ils finissent 2-3 fois dans le top 5, depuis leur montée de Ligue 2, enfin de Division 2 à Division 1, ça bossait quand même correctement. Et ce titre, c'est l'aboutissement de ce qui s'est fait, et ça a enclenché la suite. C'est ça. Il y a Baticol aussi qui nous dit belle équipe de Metz aussi, avec Mérieux, vous l'oubliez, mais lui, quel meneur de jeu incroyable. Il joue à Lens d'ailleurs. C'est un joueur que j'ai redécouvert en préparant cette émission. Je me souvenais de nom, mais je me souvenais plus spécialement du joueur. Et c'est vrai que quand on pense au Metz de cette époque, on pense forcément à Robert Pires. Mais Mérieux sur cette saison-là, c'est un monstre. Fred Mérieux, belle petite coupe aussi, si on fait un point. Très années 90. C'est ça. Il y a bataille entre Tony Vérel et Fred Mérieux en termes de coupe de cheveux. Mais oui, Fred Mérieux, je pense que ça fait partie des joueurs qui étaient pas si loin d'attraper un strapontin à un moment donné en équipe de France, mais dans 22e, 23e, fin de liste. Mais malgré tout, qui était sur la Ligue 1, sur notre championnat national, un esthète pour les plus jeunes, capable de jouer à droite, à gauche, au centre. Un sacré pied gauche de mémoire. Ouais. Incroyable. C'est clair. Non, vraiment, il y avait, c'était une très très belle saison, en tout cas cette saison 97-98. Allez, on continue avec un petit tournoi. Alors là, pour le coup, en termes d'époque, ça va être un peu pêle-mêle. On se fait plaisir. On se fait un tournoi sur cette Ligue 1, et c'est plus beau duo d'attaquants, et on en a eu des beaux quand même, des iconiques sur cette longue période. Alors allez, Adri, tu nous as préparé une petite sélection, on t'écoute, et après derrière on se fait un petit tour de table et on voit qui a été le plus beau, le plus marquant. J'aurais pu être extrêmement chauvin sur cette chronique, notamment en citant Chamakh Gourcuff, Pauletta d'Archeville ou encore la Sandwilton forcément, mais je ne suis pas dans le clubisme et je prends du recul, et c'est vrai que le premier, quand on dit duo mythique de Ligue 1,
le premier auquel j'ai pensé, c'est Pagis Niang. Et pourtant, tu vois, on a échangé avec Max et tout, on se disait, bon, c'est quoi? Et on va être un peu dans les coulisses, hein, on a quasiment le même duo, je pense. Pourquoi Pagis Niang? Parce que je pense que déjà, tout simplement, ce duo a été capable d'être aussi prolifique à Strasbourg qu'à Marseille. C'est-à-dire que les deux ont bien fonctionné. Je trouve que c'est un duo qui était extrêmement complémentaire, dans le sens où, forcément, on associe peut-être plus Michael Pagis à ce rôle un peu, tu sais, de 9,5, de 10, avec le jeu en déviation pour un Niang qui pouvait prendre la profondeur. C'est vrai, il y a eu des actions comme ça, mais aussi il y a les rôles qui s'inversaient, c'est-à-dire que Niang était extrêmement fort dos au but. J'ai redécouvert ce Niang là, tu sais, qui savait très bien garder les ballons. Il y a notamment une action, je suis désolé Alex, à Nice où Niang est dans la surface, il fait une tête, Pagis reprend de voler un but. C'est marrant, à chaque fois c'est fou, hein, chaque fois des buts de Nice pour illustrer, on se demande pourquoi. Hein. On va pas citer David Gregorini qui, je pense, revient à chaque émission de Ligue of Legends. On se demande bien pourquoi. Oh, la sortie encore, mon Dieu. mais oui, franchement, c'est un duo. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'expression, bah voilà, ça parle le même football. Et c'est vrai, j'ai redécouvert dans une interview de SoFoot une anecdote de Pagis qui disait, en fait, avec Niang, voilà, on se parlait pas beaucoup sur le terrain. Il disait que voilà, en fait, on est dans le vestiaire, on n'était pas forcément les plus grands potes. Par contre, sur le terrain, on se comprenait. Je savais quel appel il allait faire, comment il allait me la donner, quelle zone du pied. En fait, il disait que voilà, très très vite, ils ont su se trouver. Et d'ailleurs, c'était intéressant de retrouver à travers ce Strasbourg de l'époque qui était très offensif, qui était vraiment une belle équipe, où il y avait notamment aussi Daniel Luboya qui s'était intégré dans ce beau duo. Strasbourg notamment tape le PSG 3-0, c'est vraiment une belle démonstration. C'est vrai qu'en termes de duo, je pense que c'est vraiment c'est vraiment très charismatique parce que les deux, voilà, ils étaient extrêmement forts, c'était vraiment leur pic, et ça m'étonne pas que Marseille soit allé chercher à un an d'intervalle avec Niang puis Pagis, et voilà, à Marseille ça a très bien marché. Franchement, je pense que Max pourra en dire quelques mots. Ça s'est un peu, on va dire, ça s'est un peu arrêté avec l'arrivée de Djibril Cissé, qui a pris un peu le lead. Mais pourtant, il y a aussi eu des séquences où ce bon vieux Albert Raymond m'a totalement surpris, parce que j'ai retrouvé une compo d'équipe face à Sochaux, où, tenez-vous bien, Albert Raymond aligne Samir Nasri, Franck Ribéry, Mamadou Niang, Michael Pagis et Djibril Cissé, tous sur le terrain. Avec le seul Lorixana en 6, donc voilà, Albert Raymond, bielciste avant l'heure. Incroyable. Pour retrouver la belle surprise. Mais voilà, franchement, j'aurais pu, tu vois, comme je te dis, prendre un duo bordelais pour me faire plaisir. Mais quand je pense duo mythique de Ligue 1, voilà, c'est celui qui ressortait le plus. Et voilà, je voulais un peu rendre hommage à ce duo très sympathique. Je pense que t'as tout dit. Je pense que t'as en tout cas dit beaucoup. C'est vrai que sur la partie marseillaise de ce duo-là, ils nous ont forcément immensément marqué. On avait fait le fameux mini tournoi des attaquants des numéros 9 de l'OM. Moi, je peux pas choisir entre Drogba et Niang, c'est de choisir entre mon père ou ma mère. Donc, je vous avais laissé débattre de ça. Mais autant Mamadou Niang, dans ce qu'il a produit, et notamment par rapport au titre, est tout en haut, ou numéro 1 bis, ça dépend des goûts. Mais Mika Pagis, c'est pas quelqu'un qui arrive naturellement dans les joueurs qui ont le plus marqué l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu de titre, il n'y a pas eu tout ça. Mais malgré tout, quand c'est un joueur qui a une cote de popularité immense, et j'ai l'impression une cote de popularité immense dans tous les clubs dans lesquels il est passé, par sa personnalité, par ce qu'il a porté sur le terrain, par sa façon d'upgrader les autres aussi, et de les mettre dans les meilleures dispositions. Et c'est vrai que ce duo-là, à un moment donné, il y a eu l'opportunité de Djibril Cissé, tu l'as dit, Djibril Cissé qui laissera, je pense, moins de bons souvenirs malgré tout que ce duo-là, ou que ces deux-là pris en individuel à Marseille, même si pour le coup lui était supporter, arrivait avec cette casquette de vrai fan de l'OM. Mais ce duo-là, c'est quelque chose qui nous a régalé. Et petite sucette supplémentaire, c'est vrai que c'est arrivé dans une période où Albert Raymond, tu l'as dit, aimait le jeu, faut le dire. Il y a eu Guéretz après aussi, et il était entouré d'un Samir Nasri qui était en train d'éclore, et qui était le diamant brut formé à la maison, donc forcément il y avait un petit goût particulier. Et il y avait Franck Ribéry qui était déjà le Franck Ribéry qu'on connaît tous, et même s'il y avait eu un petit dérapage sur une envie de partir à Lyon, qui restait quand même dans le cœur des gens. Quand t'avais tous ces talents-là qui étaient sur une même pelouse, je peux te dire que les matchs, alors t'étais pas sûr de les gagner, on les gagnait pas tous, mais au moins tu savais que quand t'avais le ballon, il y avait moyen de voir à tout moment un geste de génie, un but incroyable, et on le voit.
Et je pense que le but le plus iconique de ce duo-là à l'OM, si un jour, et je lance l'idée, si on fait Coupe de la Ligue Légende. Voilà. Tu t'enflammes. Non, il y a des images, il y a des moments de Coupe de la Ligue qui mériteraient un hors-série. Mais Marseille-Lyon. Marseille est mené 1-0. Il y a un but de Niang et un but de Pagis. Je crois que c'est un 8e de finale. C'est vraiment un match qui arrive en janvier. Alors, on s'en fout pas parce que c'est un Olympico. Mais tu vois, dans la grisaille de l'hiver, les 2 buts à la 89 et à la 91e de ce duo-là, je pense que c'est dans mon top 5 des meilleurs moments de foot que j'ai vécu devant une télé. Donc, oui, ils ont marqué les gens. Et ce match-là, c'est devenu vraiment un match de légende pour le coup, de par le contexte, de par l'adversaire, de par aussi, je pense, les buteurs qui sont rentrés un peu plus dans le cœur des supporters. Donc, immense duo, vraiment. Est-ce que Niang, c'est pas ce genre d'attaquant que au final tu pouvais mettre avec n'importe qui, ça formait un duo incroyable, parce que on peut citer Pagis, mais tu peux citer Gignac, tu peux citer Cissé, enfin Brandao. N'ayons pas peur des mots. Brandao. tu le mets avec n'importe qui. Il a joué avec le Boya, Luboya, ouais. Luboya aussi, c'était pas mal. Hein. Luboya, un peu lui aussi, il avait ce profil un peu à la Pagis, je trouve, ce côté je décroche, je fais jouer le partenaire. Ça n'avait pas si bien fonctionné que ça avec Paoletta, de souvenir au PSG. Mais je trouvais que c'était vraiment un très très bon joueur aussi, Daniel Luboya. Tu vois, pour un petit je pense tu vois, Adrien, Daniel Luboya. On le laissera peut-être à nos amis parisiens parce que je pense qu'ils auront des anecdotes savoureuses. Mais ouais, clairement, je pense à Luboya. Ça peut être très très sympa. Ouais, carrément. D'autres duos peut-être ? Alors, juste, avant les autres duos, je laisserai la passe décisive à Max. Peut-être un petit mot sur Michael Pagis, parce que on a parlé tout à l'heure des grognards de lance, de ses profils peut-être qui ont un peu disparu. Et justement, en revoyant les images de Michael Pagis, je me demande si aujourd'hui, dans le football de 2022, des joueurs de ce profil-là, ça peut encore exister. Tu vois, je me suis vraiment posé la question par rapport à des normes peut-être tactiques, physiques, parce que c'était pas le mec, tu vois, le plus rapide. Alors, toute proportion gardée, évidemment, Pagis, quand je vois des images comme ça, il fait un peu penser à Berbatov. Je me demande si ces joueurs aujourd'hui, tu vois, ils ont encore leur place. C'est intéressant. Est-ce qu'ils auraient leur place ? Je pense que oui, mais c'est vrai qu'on en forme de moins en moins. C'est ça. On a quand même plutôt tendance à former de plus en plus d'athlètes, de plus en plus de sprinters, de plus en plus de joueurs de profondeur. C'est vrai que des joueurs comme ça, ça se fait de plus en plus rare. Mais déjà à l'époque, c'était pas non plus une norme. Faut pas non plus déconner. C'est vrai que là comme ça, il y a pas de joueur qui me vient particulièrement à l'esprit dans ce profil-là, effectivement. En pointe de cette façon-là, un profil un peu atypique. Ouais. Firmino, mais tu vois, c'est pas non plus la même chose qu'un Pagis Berbatov, quoi. Mais si on reste en Ligue 1, tu vois, peut-être Andy Delors à ce côté-là. Ouais, j'aurais peut-être dit Ajorc, capable de marquer de la tête et des 2 pieds, mais c'est pas mais Ajorc, on est sur un style. pivot, quoi. Ouais, c'est plus quelqu'un qui est vraiment dans la surface, Ludovic Ajorc. Ouais, le chat commence à le citer pas mal, donc ouais, Laborde un peu. Sur des avant-centres classiques, ça participe pas au jeu comme un Pagis participait au jeu. Un vrai 9,5 qui a l'esprit d'indice et tout. C'est parti. Pour l'instant, là, le seul qui me vient à l'esprit pour le coup, qui a à peu près, et encore qui avait avec un style quand même beaucoup plus brut, c'est quand même, ça reste Andy Delors, mais ça à y réfléchir, ouais. Amine Gouiri désolé, j'en reviens des Nifon, mais vraiment c'est les seuls qui me viennent actuellement dans ce rôle de 9,5 aussi à ce truc-là, très joueur et finisseur en même temps. C'est ça. Du coup, prochain duo, je fais la passe décisive à Maxime. N'hésitez pas à clipper parce que notre ami Max va dire du bien de l'Olympique Lyonnais. C'est la 2e fois quand même de cette émission, et après je vais dire du bien de l'OGC Nice. Vraiment, c'est l'émission qui est... Là on est sur un Marseillais pur jus, rien à dire quoi. On m'a forcé, hein. Sachez qu'on m'a forcé. S'il y a un clip, sachez qu'on m'a forcé. Non, blague à part, je commencerai par mea culpa. Mea culpa, alors forcément j'en parle la gorge serrée, parce que je vais vous donner les stats de ces joueurs-là contre l'OM, et c'est pas beau. Mais mea culpa sur la saison 2014-2015, notamment, hein, mais pas que, du duo Lacazette-Fekir. Alors c'est vrai que Nabil Fekir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et cette saison-là, 27 buts, 10 passes pour Lacazette, 13 buts, 13 passes pour Nabil Fekir. Que dire de plus ? Je crois que c'est le duo le plus sur une année qui est le plus prolifique de l'histoire, ou en tout cas de l'histoire récente. Et fait malgré tout, et ce qui va peut-être les distinguer de Pagis Niang,
c'est 2 points. Le premier point, c'est que de ce que j'ai pu lire ici et là, et de ce que j'ai pu entendre ici et là, ils sont pas ultra potes. Ils ont pas le même cercle d'amis, ils font pas les barbecues chez l'un chez l'autre tous les jours, et ils le faisaient pas à l'époque non plus. Alors c'était une vraie connexion purement foot, a priori, comme quoi ça change rien. Mais c'est surtout que par rapport à Pagis et Niang, où l'un et l'autre se rendaient la balle, sur cette saison-là, le duo Fekir-Lacazette, sur les 27 buts de Lacazette, il y a que 3 passes décisives de Fekir, par exemple. Et sur les 13 buts de Fekir, il n'y a pas de passe décisive de Lacazette. Donc c'est vraiment un duo. Mais est-ce que ça serait pas 2 individualités immenses qui faisaient partie du même collectif au final? Et ça diffère un petit peu de Pagis Niang. C'est intéressant ça. Mais après, on s'en fiche. On s'en fiche parce que sur cette année-là, ça reste un duo qui aura marqué les gens. Ça reste 2 joueurs qui auront tiré immensément haut l'Olympique Lyonnais sur cette année-là, mais pas que. On cite cette année-là parce c'est leur plus prolifique, mais ils vont rester, je sais plus, 3 saisons ensemble, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 en tout cas, à très haut niveau ensemble à l'Olympique Lyonnais. Avec la fameuse saison où Fekir se fait les croisés et du coup il rate 7 mois. C'est ça. Après avoir notamment mis un triplé mémorable à Caen, je pense que les supporters lyonnais s'en souviendront. C'est ça. Il y aura effectivement d'autres saisons où ils vont partager parfois aussi plus de passes, plus de buts, etc. Mais moi, pourquoi ils m'ont marqué aussi de façon extrêmement perso? Lacazette contre l'OM, 11 matchs, 4 buts, 3 passes. Nabil Fekir, 9 matchs contre l'OM, 6 victoires. Voilà. Je savais avant que le match démarre, je savais que potentiellement je pouvais passer une mauvaise soirée. Alors je dis pas qu'aujourd'hui avec Aouar, Paqueta et Guimarães, je suis tranquille avant les matchs. Mais ce duo-là, ça faisait partie aussi de l'époque où l'Olympique Lyonnais dominait quasi et régulièrement en tout cas l'OM. Et sur le coup, je peux pas dire que j'étais fan de ces 2 joueurs-là, mais avec 5-6 ans de recul, et puis voilà, on grandit un peu, les choses se tassent, mais à culpa, parce mon supporterisme ne m'a pas assez fait profiter de ces 2 mecs-là, et ne m'a pas assez fait profiter de cet Olympique Lyonnais-là, et notamment du Lacazette à 27 buts, qui a été totalement en feu. Donc c'est peut-être aussi l'occasion, ces émissions-là sont aussi l'occasion de prendre du plaisir devant des joueurs sur lesquels on ne prenait pas de plaisir à l'époque. Tiens, en parlant de joueurs devant qui tu n'as pas pris de plaisir à l'époque, il y a Imran Blue sur le chat qui nous dit « Je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand vous parlez de duo entre Fekir et Lacazette, je parlerai plutôt de trio avec NJ dans le 4-4 de Losange qui était associé à Lacazette avec Fekir en soutien. » Ouais, mais Clinton est pardonné. Il a fait une campagne de Ligue Europa absolument fascinante, que je ne m'explique toujours pas à l'heure actuelle, mais qui m'a fait vibrer. Donc parfois le paranormal, moi je prends. Hein. Clinton NJ, le roi de l'extérieur du pied, juste après Ricardo Quaresma, le fameux. bien sûr. Mais quand même, Clinton NJ, si on le remet dans le contexte, alors évidemment il y avait des blagues, il y avait des ratés, une compile de ratés qui tourne pas mal, mais à Lyon c'était quand même, il y avait moins de ratés à Lyon. Il a fait quand même une paire de matchs très très costaud. Puis qu'est-ce qu'il allait vite. Il y avait aussi ça. Ah ouais. Et tu sais que j'avais complètement oublié qu'il avait été à Lyon. Clinton NJ. Il est formé là-bas même. Non, mais dans ma tête, c'était pas du tout un joueur de Lyon, je sais pas, gros blackout. Mais il a pas le profil des joueurs de Lyon qui sont sortis, la plupart en tout cas, c'est pas le même profil de joueur. Mais ouais, il était là-bas et c'est vrai que ça faisait partie du trio. Il était sur le côté, il faisait mal, hein. Il faisait mal à l'arrière gauche, aux arrière gauche d'ailleurs. Max, il faut pas que tu sois le seul à partager ta peine sur ce duo-là, parce que évidemment ils ont tapé Marseille, mais que dire de Bordeaux qui a encaissé un cinglant 5-0 à la maison contre cette équipe. Et j'ai envie de citer 3 joueurs sur ce match-là: Nicolas Palois, Kazric, Diego Contento. Nicolas Palois qui prend un carton rouge de Boucher, qui arrête l'attaquant qui partait seul au but. Kazric qui va voir l'arbitre et qui dit un mythique, mais il t'a payé Olas. Et enfin Diego Contento, latéral gauche, qui passe tout le match ailier, et du coup son couloir c'est un no man's land et on se fait détruire totalement. Donc voilà, ce match-là, j'ai revu pour la première fois les images en préparant cette séquence.
C'est la première fois depuis 6-7 ans et j'ai toujours aussi mal. Parlons d'arrière gauche, Diego Contento, faudra Diego faire un jeu Contento, comme ça, Diego Contento. En fait, il y avait une espèce de hype quand Saliol arrive en disant putain, il apporte l'école Bayern, putain, il y a Diego Contento qui arrive, ça va être génial et tout. Diego Contento, il fait un bon match contre Monaco, il fait une passe D et tout pour Roland, on se dit putain, on a recruté enfin le remplaçant de Benoît Trémouinas, si seulement j'avais su à l'époque. Ah mais les Diego arrière gauche à Bordeaux, grande histoire. Hein. Moi je me souviens de Diego Placente également, t'avais une grosse hype, il venait du Celta Vigo je crois, c'est ça? Ouais, et puis surtout, il faisait partie de l'équipe de Leverkusen qui avait fait la finale de Ligue des Champions, mais c'était 6-7 ans avant. Et ouais, là, c'est vrai qu'on s'était bien planté, mais latéraux gauche à Bordeaux, hors Trémouinas, depuis 10-15 ans, c'est une espèce de petite malédiction. Et Franck Jurietti, mais sinon, c'est vrai qu'on est... Bruno Basto, la légende. Bruno Basto, ça c'était incroyable. Tu as quand même eu l'immense, et je m'en souviens parce que vous nous l'aviez prêté à Nîmes, l'immense Maxime Pongé. Maxime Pongé, totalement, qu'on salue, qui n'a toujours pas de club, alors qu'il est, je crois qu'il a 28-29 ans, qui a toujours pas retrouvé de club, mais Pongé qui est prolongé saison après saison. Voilà, Pan Dufan qui nous dit aussi Lucas Orban, je pense que lui, vous l'avez oublié. 2013-2014, avec cette anecdote fabuleuse, on le recrute pour être le remplaçant de Trémouinas qui part au Dynamo Kiev. Première conférence de presse, Francis Gillot qui arrive avec un peu son air austère et qui dit bon bah on l'a pris pour être latéral gauche, mais il a plutôt les qualités d'un défenseur central. Ah, bah il a joué toute la saison latéral gauche, tant pis. Aïe, c'est terrible. C'est terrible. Pour une fois, Alex peut bomber le torse car sur cette saison, c'est Nice qui massacre les espoirs de titre lyonnais. Carlos Eduardo, quel joueur énigmatique. Si je me souviens bien, Carlos Eduardo leur met un retourné absolument somptueux. Carlos Eduardo, joueur absolument incroyable qui avait marqué un quintuplé contre Guingamp aussi sur cette saison-là. Vraiment, je pleurais qu'il ne reste pas à Nice. Après, il part aux Émirats, je crois, club d'Arabie Saoudite, je crois, je sais plus exactement. Mais joueur absolument magnifique. J'aurais bien aimé voir plus longtemps à Nice ou même en Ligue 1 de façon générale. Ouais, effectivement, très très bon souvenir. Merci Imran pour le souvenir de Carlos Eduardo, vraiment. D'autres duos encore? Écoute, moi j'en ai un. Ouais, vas-y. Moi j'en ai un parce que c'est vrai qu'on parle de gros clubs et compagnie, mais qui se souvient du duo Graffité Bangoura au Mans? Oh oui, bah on a fait un sujet sur le Mans en plus il y a pas très longtemps, effectivement. Ouais. Graffité Bangoura en 2006, je crois. C'est ça, 2006-2007, avant que Graffité file à Wolfsburg et faire un autre très beau duo avec Dzeko. Où tu recrutes Bangoura, il me semble que c'était au GFC Ajaccio à l'époque, et il est relativement inconnu. Graffité, tu le fais venir du Brésil, où là-bas, ça se passe plus très bien. Et tu te retrouves avec un duo qui marque peut-être 25 ou 26 buts à 2 dans la saison, avec un petit budget en plus, Le Mans. Enfin, moi, dans mes souvenirs, c'était quand même super intéressant. Ça faisait partie de cette immense dynamique du Mans, d'ailleurs, de développer des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui ont fait des bonnes carrières, soit en Ligue 1, soit tu l'as dit avec Graffité, même à l'étranger. Donc ouais, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, tu vois. Mais c'était pas un duo. Moi, j'aurais mis Matsui Graffité mais je suis même pas sûr qu'en termes de temporalité, c'est la même saison. Donc j'aurais peut-être dit une connerie. Mais c'est vrai que Bangoura, je l'avais complètement oublié, par exemple. Bangoura, je crois que c'est 12 buts cette saison-là, 12 ou 13 buts peut-être. On a Mesut aussi sur le chat qui nous rappelle un très 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 grand classique, mais on avait déjà fait tout un sujet dessus, évidemment. Tu peux pas faire une émission Ligue 1 Legends sans parler de ce duo. Fro Santos à Sochaux, bien sûr. Évidemment. C'était, enfin, la concentration. Bah, d'ailleurs, Fro Santos, ils ont aussi tourné avec Pagis à l'époque. Il y avait Michael Isabé, ce numéro 10, tu vois, on a parlé de Stéphane Ziani, mais un peu en numéro 10 oublié, qui était très sympa. Et t'as parlé du Mans, c'est marrant, Fleck, parce que il y a Gervinho, et tu vois, Gervinho, par exemple, il aurait pu former un très beau duo, mais en fait, à Lille, c'était un trio incroyable avec Hazard et So. Du coup, on peut pas les séparer, mais je pense qu'en termes de trio, c'est plus mémorable. Tu vois, on aurait pu même citer des trucs un peu plus récents, et tu vois, t'as parlé de grosses individualités max, un truc comme Ibra Cavani, c'est quand même des stats, mais Ibra Cavani n'a jamais fait mieux que Lacazette Fekir, par exemple. Et puis surtout, on n'a jamais senti une véritable entente entre Ibra et Cavani.
Là, pour le coup, on avait un doute sur Fekir Lacazette. Est-ce qu'il y avait vraiment une entente entre les deux? Autant entre Cavani et Zlatan. Cavani qui a dû s'exporter sur le côté pour laisser la pointe à Zlatan. On peut vraiment pas parler d'entente entre les deux. Après, évidemment, ça a quand même fonctionné parce que les deux sont des monstres absolus. Sinon, on a Payet Mitroglou aussi. On nous propose sur le chat. C'est non, pas non, mal. par contre, vraie bromance. Vraie bromance. Je sais pas qui le dit sur le chat, mais je pense que sans Dimitri Payet, Kostas Mitroglou, il fait 3 mois à Marseille. Ouais, bon après, on va pas lui reprocher d'avoir marqué les buts parce qu'il y avait un bon passeur, mais évidemment non. Mitroglou, moi, je suis désolé, joueur très impopulaire, mais sa première saison est loin d'être dégueulasse. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. On l'avait évoqué sur les 9 de l'OM. C'est, je crois, encore celui qui a le meilleur ratio minutes jouées, buts marqués en Ligue 1 à l'OM. Alors évidemment, bon, il y a des gros ratés. On retiendra les gros ratés parce que ça fait plus rire et ça fait plus cliquer de le voir rater effectivement un but ouvert contre Saint-Etienne ou contre Caen ou de la mettre sur le poteau alors qu'il a le but ouvert. Mais c'est un mec qui a quand même mis une paire de buts, qui a été important sur la saison où il arrive. Et malgré tout, ouais, la connexion avec Payet, elle fonctionnait très bien et il le remercie à chaque but. Bon, il faut dire aussi que Payet pouvait parfois marquer et la laisser à Mitroglou pour la confiance, pour les stats, etc. Mais c'est pas un duo iconique, mais belle bromance en tout cas. Et j'en avais noté un autre un peu atypique, c'était du côté de Sochaux avec Brown, Idey et Maïga. C'est 15 buts chacun la même saison. C'est un truc que tu veux. Enfin, c'est la saison, voilà, parce que je crois que Idey derrière il se perd un peu en Espagne ou même en Grèce, je sais plus où. Mais Brown, Idey et Maïga aussi, c'est ceux qui aiment bien les trucs exotiques, c'est sympa. C'est pas la saison où Gilot les emmène en Coupe d'Europe avec Maurice Bellet, Martin Boudbouz. Ils sont pas dedans C'est une très bonne question. Je pense parce que ça me dit un truc, Maïga, Brand qui tourne à ce moment-là. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, il y a aussi un duo dont on a déjà parlé, surtout un joueur, Alex Aloiso du côté de Saint-Etienne, début des années 2000. Ça aussi avec la panthère, la célébration du côté de Geoffroy Guichard. Ouais, ça aussi, on avait fait un gros sujet sur Alex en particulier, mais c'est vrai que c'était une belle doublette, mais bon, qui n'avait pas forcément fonctionné après, par la suite au PSG. Moi, un duo qui m'a bien marqué aussi, et c'est celui qui m'a fait un peu prendre conscience de l'importance de la complémentarité des profils dans un duo d'attaquants, c'est le duo de Monaco en 2000 entre Marco Simone et David Trezeguet. Le géant finisseur qui peut également jouer en pivot et le petit 9,5 hyper technique qui fait des décalages et qui tourne autour de l'avant-centre. Pour moi, c'était un modèle du genre et vraiment, ça a été une doublette que j'ai trouvé vraiment extrêmement puissante. D'ailleurs, il gagne le titre à la fin de la saison avec cette doublette. Bon, il y avait du Juli également, il y avait de la qualité dans cette équipe, c'était pas juste ce duo-là. Mais moi, ça a été vraiment l'un des duos qui m'a le plus marqué pour le coup dans cette Ligue 1. Ouais, et puis c'est pas le seul duo iconique de Trezeguet, d'ailleurs. Ça sera plus en Ligue 1 après, mais je pense que si on dit une paire d'attaquants iconiques ou complémentaires au max, le duo avec Del Piero derrière la Juve, c'est ce qui se fait de mieux, forcément. Ouais, mais au final, tu restes exactement sur le même profil. Et ouais. Pas le même talent entre Simone et Del Piero, mais sur le même profil. Simone était peut-être un peu plus attiré par le but que Del Piero. C'est possible, ouais. Mais oui, et puis de toute façon, Marco Simone, c'est pareil, c'est un joueur qu'on a un peu oublié, j'ai l'impression, un numéro 9, un attaquant qu'on a un peu oublié, qu'on a eu tendance à oublier, mais ses passages à Paris et son passage Paris, son passage Monaco sont quand même ultra intéressants. Je pense qu'il a laissé des bons souvenirs dans ces deux clubs-là. Ah bah ça a caressé le ballon, il y a des buts. Ouais, vrai. C'est pas... Vrai joueur de foot, Marco Simone, capable de marquer de la tête, des deux pieds, de tout près, de loin, vrai joueur de foot. C'est pareil. Alors, c'est peut-être ça remonte peut-être un peu trop pour les gens. Ça commence peut-être un peu trop à remonter, mais tu te fais une compile de Marco Simone. Je pense que tu prends 3, 4, 5 minutes de plaisir quand même. Ouais. Sinon, il y a Didi sur le chat qui nous rappelle évidemment un duo très récent, mais qui pour moi est très iconique. La Borde de l'or. Hein, forcément, on peut pas passer à côté. On n'a pas besoin d'avoir du recul. Alors peut-être. Pour moi, c'est le Fro Santos de ces années-là. C'est ça. J'espère qu'on fera un Liga Legends dans 10 ans. Hein. Franchement, je serais très heureux que l'émission continue à ce point. Mais de l'or la Borde, on l'évoquera, on en parlera à nos enfants. Enfin, c'était fantastique de les voir à ce niveau-là. Non, Max, t'es pas d'accord? Si, mais de là on parle à mes enfants, on va aborder 2-3 autres sujets avant, si tu veux. Non mais par exemple, tu parleras à tes enfants d'abord de TJ Savani derrière eux.
Peut-être. Bon, je vais leur parler de 2-3 Marseillais avant d'aller sur les Montpellier, mais si, blague à part, c'est vraiment, je pense, le duo le plus proche de nous en termes temporels qui est vraiment marqué la Ligue 1. J'étais en train de me faire des équipes en tête là, de savoir si cette année il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Je sais pas si toi, du côté de Nice, Alex, ça peut ressembler un peu. Alors, en fait, nous, cette année, le problème, c'est qu'on a 3 très très gros attaquants, c'est-à-dire Dolberg, Delors et Amine Gouiri, et que on sent que sur la première partie de saison, Christophe Galtier a pas mal tâté le terrain pour essayer de faire jouer les 3 ensemble, et ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, là, en ce moment, on voit plus une doublette Dolberg-Gouiri avec Delors dans un rôle de super sub qui marche bien, mais ça reste encore assez récent en fait, donc de là à dire que ça y est c'est un grand duo, je pense va falloir laisser encore pas mal de temps avant de pouvoir parler de ça. Et pour remonter un peu plus loin et tu vois, pour coller avec le premier sujet où on parlait de Lens a eu des sympas aussi, hein. Je pense à il remonte à loin, mais à Morera et El Hadji Diouf. À l'époque, je pense que c'est début des années 2000. Clairement. C'est un peu plus d'une vingtaine ou presque 25 buts sur une saison. Et puis plus récemment, tu as eu, je l'avais noté aussi. Moi, j'ai plus Morera d'Agui Bakary contre le Milan en Ligue des Champions. Avec ce fabuleux maillot or. Par contre, et ça, si on fait un sujet un jour sur les plus beaux maillots, pour moi, celui-là, il est iconique. Hein. C'est très très dur de faire mieux. Après, franchement, pour moi, il y a 2 maillots qui vraiment, je pense, sont des réussites absolument totales, que même si t'aimes pas le club, t'es obligé de dire que c'est beau. Le maillot de Marseille, Sonny Eriksson, incroyable, et le maillot doré du RC Lens. Enfin, ces deux-là, incroyable. Bref. Tu pourras le porter, je te l'enverrai, tu le porteras pour une émission si tu veux. N'abusons pas non plus. Ça va trop loin la connexion Nice-Marseille là. Si tu veux m'envoyer le maillot du RC Lens doré, alors là, avec grand plaisir. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais même demandé à ma mère de me l'offrir, alors que j'en avais rien à secouer du RC Lens, juste parce que je le trouvais trop beau. On va voir pour ton anniversaire. Mais j'ai jamais. Jamais. Si quelqu'un dans le chat un jour veut me l'offrir, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. À la place d'un sub sur Twitch. C'est pas le même prix. Hein. C'est clairement pas le même prix. Sinon, qu'est-ce qu'on a sur le chat un petit peu Parlons de Dwight York et Andy Cole. Oui, alors c'est Ligue 1 Legends, pas Première League Legends, hein, s'il vous plaît. Même si tout à l'heure, on a fait une petite digression très égayée d'El Piero. Sinon, on nous propose Croupi d'Archeville et Morera ou Taka. C'est vrai que Lorient, moi j'aurais peut-être plus parlé, moi ça m'avait marqué d'Archeville-Feindouno, la saison où Lorient marque énormément de buts, finit par descendre mais remporte quand même une coupe. Les deux arrivent à Bordeaux et les deux pour le coup ils s'entendaient extrêmement bien sur le terrain et en dehors. Et ça se voyait d'ailleurs dans les stades, dans la complicité, donc d'Archeville-Feindouno c'était très sympa. Giroud, Camara. Belanda peut-être, Giroud et Belanda, on a... Ouais, plus Giroud, Belanda, ouais. Ouais, avec les 3 cette saison-là marquent pas mal. Fana même. Camara, c'est que 9 buts, Belanda, c'est 12, mais il y avait un beau trio ou des beaux duos à faire là-bas aussi. Ouais, effectivement. Je viens de regarder parce qu'on parlait de Lorient, et il y a alors le deuxième est pas un pur attaquant, donc je pense que ça marche pas, mais Gamero Amalfitano de Lorient. Si, bien sûr. Morgan Amalfitano. Les deux étaient très très chauds à une époque. Ouais, et il s'entendait pas trop a priori. J'avais lu qu'après, ou en tout cas après, c'était un peu perdu de vue. Mais c'est vrai que, et puis les deux avaient commencé à avoir des très très gros clubs sur eux derrière. Ça avait mis la lumière sur ces deux joueurs-là, et notamment Morgan Amalfitano qui rejoindra le plus grand club du monde. On en a oublié un assez mythique quand même. Drogba Malouda à Guingamp. Ah oui, bien sûr. Oui. Comment oublier? Ah ouais, Drogba Malouda, c'était quand même quelque chose. Puis, t'avais une complémentarité quand même assez dingue entre les deux. Les deux ont fait une immense carrière par la suite. Vraiment, pour moi, c'est vraiment l'un des très très beaux duos de cette Ligue 1, hein, vraiment. Mais après, du coup, on a fait en termes de poste. Parce qu'après, sinon, t'as Gourcuff Chamakh, mais pour moi, Malouda, c'est pas un attaquant. Non, c'est un milieu gauche, oui, c'est vrai. Mais vrai. Bon. Il fallait le placer quand même. Mais dans les esprits, c'était vraiment un vrai duo. C'est immense, ouais. Ça m'étonne, Adrien, que t'aies quand même pas pris 2 minutes, parce que tu l'as cité rapidement, mais t'as pas pris 2 minutes pour nous parler de Paoletta d'Archeville.
Ouais, bah c'est vrai que j'aurais pu. Enfin, tu vois, Bordeaux, on a commencé à le dire, hein, l'Aston Wiltor de Chamac-Gourcuff, mais Pauletta d'Archeville. Pauletta, quand il arrive à Bordeaux, il a été très vite un peu esselé. C'était un peu celui sur qui tout passait en attaque. Et c'est vrai que l'arrivée de d'Archeville, ça lui a fait du bien. Les deux se partageaient les tâches, même tu vois, Pauletta qui était le tireur attitré, lui laissait des fois les pénaltys pour qu'il se sente en confiance. Les deux s'appréciaient. Et c'est vrai que ce Bordeaux-là, ce Bordeaux de Bop, avec voilà un peu un 4-2-4, ce qui était assez offensif, hein, avec Savio, Pauletta d'Archeville, Faindounou, qui tournait vraiment, vraiment bien, qui était une très belle équipe. Donc c'est vrai que pour le coup, j'aurais presque plus parlé de quatuor que de vrai duo, parce que à cette époque, c'était un Bordeaux qui était vraiment offensif et beau à voir jouer, ouais. Sinon, moi, j'ai un duo à vous proposer. C'est Juninho et tous les gardiens chauves de Ligue 1. Je sais pas ce qu'il avait contre les chauves, mais alors que ce soit la complémentarité était terrible. Porato, il leur faisait tout, c'était incroyable. Je sais pas ce qu'il a. Il avait un truc contre les chauves. C'était absolument incroyable. Bon, du coup, il faut trancher, messieurs. Là, on a fait le tour. Je pense qu'on a évoqué vraiment tous les plus beaux duos. Lequel est le plus beau, le plus fort, le plus iconique? N'hésitez pas, vous aussi, à voter dans le chat. Ouais, j'aurais dit quand même, je défends ma boutique, mais pour moi, Pagis-Niang, pourquoi ? Parce qu'ils ont su le faire dans 2 clubs. Parce que beaucoup n'ont pas... Bon, ils n'ont pas eu la chance de rejouer ensemble, hein, mais le fait qu'ils étaient aussi bons à Strasbourg qu'à Marseille, pour moi, ça en dit beaucoup. Et puis même en termes de profil, de complémentarité, sur pas mal de séquences, le fait que les deux inversent leur rôle, le passeur, le buteur, moi, c'est pour ça que je défends ma boutique, je dis Pagis-Niang, ouais. Ouais, mais ça gagne pas... Ça gagne rien à la fin. C'est vrai. Il n'y a aucun titre, rien, quoi. Ça qui est un peu dommage aussi. Tu vas te dire que le plus grand duo d'attaquants de Ligue 1, c'est un duo qui n'a jamais rien gagné. Mais du coup, qui a gagné un titre? Après, si on parle... Ah bah, Simone Trezeguet. Simone Trezeguet. C'est vrai. Simone Trezeguet gagne. Sinon, effectivement, Fro Santos, non. Drogba Malouda, non. Ah, Ibra Cavani, ouais, ça marque énormément et ça gagne. Oui, mais c'est pas un duo. Ils pouvaient pas se tirer. C'est quoi qu'on entend par... Oui, mais regarde Fekir et Lacazette, ils étaient pas grands potes. Ouais, mais eux, ils étaient un peu... Alors, je dis pas qu'ils étaient seuls, mais sur la force de frappe était moindre. Ibra Cavani, il finissait, mais l'équipe du PSG était une équipe masterclass à tous les niveaux. Lacazette, Fekir, il y avait quand même des trous d'air, je pense, un peu plus. Et quoi qu'il arrive, les deux ont moins contribué statistiquement. Je parle d'Ibra Cavani, moins contribué ensemble statistiquement qu'un Lacazette Fekir, par exemple. Ils ont marqué combien de buts? Parce que Ibra Cavani, la meilleure saison, je crois que c'est quand même 43-2, juste en but. Eh ben, donc là, c'est 40 buts, 23 passes impliquées sur 48 buts des 72 Lyonnais sur 2014-2015. Je pense que Ibra et Cavani ont fait mieux. Parce que ouais, mais il me semble qu'il y a sur un total de buts plus gros. Sinon, Chamac Gourcuff. On va sortir les statistiques. Sortez les calculettes, messieurs. Il faudrait regarder, messieurs. Pour le coup, il y avait comme le dit Soso Chat, c'était pas un attaquant, hein, Gourcuff, mais en termes de complicité de duo, il y a eu des séquences assez mémorables. Je pense que Maxime peut nous en parler. Non, là, c'est trop. Là, vous m'en avez déjà demandé beaucoup, mais on arrête. Il est venu pour souffrir aujourd'hui, Max. Mais ouais, franchement, il y a une séquence qui tourne encore pas mal. C'est une action contre Rennes qui va pas au but, mais les deux font un triple 1-2 au milieu de la défense bretonne qui a eu le tournis. Chamac termine par tirer au-dessus, mais en termes de finesse technique, vraiment de relation, de lien, les deux ils se comprenaient parfaitement. Ouais. Sinon, on propose Beauvu Yatabaré, c'est pas mal. Duo, ouais, peut-être, ouais, c'est vrai que Herbovu, c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon, du coup, on tranche. Il faut trancher, les gars. Je reste sur ma boutique malgré tout. J'ai pas fait un mea culpa pour rien. Je pense qu'on va pas se mettre d'accord parce que moi, je vais rester sur Ibra Cavani. Moi, je suis désolé. Hein. C'est plus proche. Ça fait pas encore légende peut-être, mais je vais rester sur Ibra Cavani. Hein. Que dit le chat? Le chat, ça parle de Mbappé Falcao, ça parle de Pléa Ben Arfa, côté Nice. Il y en a qui... C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas cité Athème quand même. Ah, c'était un trio parce que t'avais Germain. T'avais Germain qui était très très fort. Mais je crois les trois ils mettent 50 buts.
Ah, moi, cette saison, c'était un délire. Hein. C'est l'une des plus belles saisons de ma vie. Hein. Faudra faire les plus beaux trios. Ah, ça. Le rendez-vous est pris. Hein. Ah, ouais. Ah, effectivement, c'était assez incroyable, ouais. Bon, ben, je pense qu'on s'entendra pas. On va rester là-dessus. Tout le monde défend sa boutique, c'est moche. Mais écoutez, c'est aussi ça, Liga Legends, c'est des passionnés et chacun a ses convictions. Voilà. On va pas tarder à se faire un petit top but. Juste avant ça, j'en profite pour vous rappeler de bien penser à follow la chaîne si vous appréciez cette émission pour ne pas manquer notre émission mensuelle et pour ne pas manquer également les autres programmes de la Ligue 1 Uber Eats sur Twitch, notamment Pass D qui a repris avec l'ami Rivenzi et notamment la e-Ligue 1. Ça aussi, avec Kanto. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous follow. On continue avec un petit plaisir pour les yeux. Un petit top but que tu nous as concocté, Adri, avec Amaury à la Real. Vous nous proposez quoi aujourd'hui ? Un mix entre les buts les plus éloignés, les lobes dont on se souvient, les buts les plus mythiques, avec quand même une dédicace pour le pauvre Benoît Costil, qui va revenir assez souvent, malheureusement. C'est un peu le hasard qui a pris pas mal de lobes dans sa carrière. Donc je pense que Amaury, tu peux commencer à envoyer cette petite sélection. Je me suis fait plaisir aussi, hein. J'ai mis quelques buts de Bordelais, parce que voilà, moi je suis pas venu ici pour souffrir comme Max. Moi je défends mes intérêts, donc le top but... tu souffres déjà bien assez cette saison. Ouais, franchement, je prends assez pour mon grade, j'ose même pas penser à ce que le Strasbourg du père Stéphane va nous mettre demain. Donc cette émission est clairement une respiration, je le dis haut et fort, mais voilà, c'est une sélection où on va retrouver, voilà, c'est un peu un fil conducteur, mais on va retrouver du Fekir, on va retrouver... du Memphis aussi, on va retrouver forcément du Kazri, du Paoletta, même du Michael Ciani, et oui, même les défenseurs s'y sont essayés dans cet exercice assez particulier, et t'as même un Niçois, David Elbuc quand même. Ah oui, celui-là je m'en souviens bien. Donc on est sur un top but, voilà, Walter Birsa. Coup franc de loin, à Bédeschamps. Ça c'est pas fait exprès. Bah, il s'en excuse, il est honnête. Hein. C'est la même célébration que j'allais face à la Biélorussie, quoi. Ça, les gars. Donc, qui finit à Milan, lui, d'ailleurs. Ouais, il a fait une bonne saison derrière. Une bonne carrière. Il a clairement fait ses gammes. Bah, ça, c'était la JOCR du père Jean Fernandez avec Yélène, Pedretti, Birsa. Tu savais que là-bas, c'était souvent galère. Ça, c'est un peu plus fait exprès. Ouais, ça, Memphis, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, Puis c'est contre Toulouse, donc Adri, toi, tu dois être content. Bah, c'est une époque où Toulouse se faisait un peu dérouiller par tout le monde. Je crois que c'était Zachary Boucher au cage. Donc voilà. Mais le geste de Memphis, en plus, je crois que c'est un de ses premiers matchs en Ligue 1 de mémoire. Donc voilà, rien de mieux que ça pour se faire remarquer. Encore Walter Birsa. Encore. Alors, c'est un petit bug, hein. C'est Khalifa. C'est Saber Khalifa, oui. Contre Nice, voilà. Alors, c'est pas Grégory Nice, c'est Ospina. Ouais, d'ailleurs, on aurait pu parler au travers de la gorge. Ouais, je m'en souviens très bien. On aurait pu parler de Khalifa et Barbosa en duo d'attaquants, hein, cette saison-là avec Evian. Barbosa qui devait avoir 40 ans déjà à cette époque-là, c'était un délire. Il a duré super longtemps, Cédric Barbosa. Sorlin aussi, là-bas, a duré longtemps. Olivier Sorlin, putain, ça, c'est un bon joueur de Ligue 1, ça. Plus longtemps que le club. Ah oui, c'est l'un de ses premiers matchs en plus, ça, Paoletta. C'est sa première saison. Je crois que c'est Casagrande, voilà, qui est au cage, qui relance un peu de manière. Enfin non, c'est une relance de 2U qui est hasardeuse. L'aigle des Açores, ça, il en faut pas. J'adore les gardiens qui font n'importe quoi et qui derrière s'énervent sur leur coéquipier. C'est de ta faute. C'est toi le problème. Non mais franchement, pour sa décharge, comme tu vois le ballon qui commence à passer au-dessus de toi et tu sais pas où tu dois mettre la main pour essayer de le toucher, franchement, ça doit être une sensation horrible. Ouais, mais fais-toi petit, il va pas gueuler sur les autres. Assume, tu vois. Assume, c'est pas grave. Il est pas si loin en plus de la sortie. Hein. Ouais, il est à ça. Bon, le Kazri, bien sûr. Voilà, celui-là, c'est cette saison, on s'en souvient. Un des rares rayons de soleil dans la saison stéphanoise. On voit encore Puel. Puel qui sourit d'ailleurs. Ouais. C'est bien rare. Ça sourit collector, ça. Ça, c'est collector aussi. Hein. Il faut quand même rendre hommage à ces gardiens qui aiment camper devant leur surface parce que sans eux, il n'y aurait pas ces buts-là. Hein. C'est vrai. Pour rien en plus, là. Pour le coup. Ah bah, Fekir. Voilà, c'est... Elle est tendue en plus. Celui-là, je sais pas si c'est le plus gros, mais la trajectoire, elle est incroyable. C'est vraiment, c'est un truc. Je l'avais oublié celui-là. Un pied droit. C'est ça, moi, qui me choque le plus. Costil avancé.
Pouf. Oh la violence. Ouais, celui-là est quand même assez incroyable. Ouais. Celui-là, il pique encore. Mais c'est le jour où Bordeaux fait match nul là-bas avec un super but de Malcolm aussi, je tiens à le signaler. Il est toujours au Zénith, Malcolm. Et il est toujours au Zénith, ouais. Il fait sa saison, il a des... le stade du Ré. J'y étais. J'étais juste derrière la cage en plus. Incroyable ce but. Incroyable. Et là, tu vois le gardien qui se replace, mais tranquillement, tu vois. Il sait pas ce qui va lui arriver. Pauvre Costil, c'est vraiment une sélection contre lui. Michael Siani, alors là, j'en ai aucun souvenir par contre. Celui-là est très sympa. Ouf. Oh lolo. Ah oui, quand même. Et oui. C'est sans doute le plus beau de sa carrière. Je m'avance pas trop. C'est qui le gardien? Odar. Ah. Figure-toi que Siani a mis une matchère contre le Bayern. Donc, il y a quand même, il est candidat. Hein. Il avait le sens du spectacle quand il marquait. C'est exactement ça. C'était pas lui qui avait distribué des CV pour trouver son premier contrat pro? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Putain, j'ai plus cette anecdote, mais il y a moyen. Je crois que c'était ça. Pour choper son premier contrat pro, il donnait des CV au club de Ligue 1. Incroyable. Mec, CV, lettre de motivation. Bonjour, je suis très dynamique et motivé. Hobby football. Donc là, on a fait préparer le petit gras. C'est un peu les buts les plus éloignés. Donc voilà, Wabi Kazri depuis 2007. C'est le tir le plus lointain qu'on a enregistré, 68 mètres. Donc très très belle performance quand même. Adri, si je ne m'abuse, je ne vois pas celui de Ronny Rodelin contre Bordeaux. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un lob, c'est un tir éloigné. C'est que Costil était monté. Ah oui, parce que c'est Fekir, c'est un pur lob quoi. Et si vous voulez une petite anecdote sur un tir de loin comme ça, c'est pas de la Ligue 1 malheureusement, c'était de la Ligue 2. C'était un Nîmes-Nantes il y a un peu plus de 10 ans, un Nantes-Nîmes même. C'est sur le coup d'envoi tout simplement où en fait le Nantais il fait juste une passe derrière et il tire tout de suite parce que le gardien de Nîmes c'est Puy-de-Bois est déjà trop avancé. But de 60 mètres après 7 secondes de jeu. J'ai éteint ma télé tout de suite. Dans l'histoire ça. Ah ouais, il faudrait que je la retrouve et que je la mette sur Twitter. Moi je me souviens également d'un but, c'était Ederson. Je sais pas si vous vous souvenez de lui, Bien sûr. terrain brésilien absolument génial, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait à cause d'une grosse blessure à Lyon, mais qui pour son premier match rentre en jeu contre Monaco et sur son premier ballon te claque un lob de demi-volée absolument monstrueux. Et là on était là, on se dit mais c'est qui ce gamin? Il sortait de 3e division brésilienne, mais qu'est-ce que c'est quoi cette folie et tout, incroyable. Et au final derrière il a bien confirmé parce qu'il nous a mis quand même pas mal des golassos, l'ami Ederson. Très très beau joueur de la Ligue 1 aussi. Hein. Ouais, clairement, un mec à Bordeaux, s'il était en échec à Lyon, tu vois, post-Gourcuff, je serais bien allé chercher. Moi, il me faisait bien envie à l'époque. Hein. C'était fort Ederson. Hein. Un petit je pense à Ederson, ça pourrait être sympa, un de ces quatre d'ailleurs. Là, on a beaucoup de jeux pensants. On a coché l'agenda jusqu'à la fin de saison. Ça facilite le taf. Bon, c'est bien, au moins on est prêt pour les prochaines émissions. Exactement. Bien sûr. En tout cas, bien sympa ce petit top but. Et on s'est gardé donc le meilleur pour la fin, le match de légende. Et quel match! Alors, est-ce que j'ai forcé Max à faire ce match uniquement pour mon plaisir personnel? Peut-être. Alors. C'est vrai que on peut inverser, c'est vrai. Je viens de m'emmêler les pinceaux. C'est vrai, tu avais un petit je pense à. Je t'en ai tellement proposé que j'en ai oublié celui d'aujourd'hui. Le principal. Oui, tu veux qu'on fasse quoi? Monaco-Nice ou Essien? Non, on va rester sur le sommaire. Allons-y. Je pense à Michael Essien. Bah ouais, franchement, un des plus gros milieux de terrain de la décennie en Ligue 1. Quel joueur, les amis, parce que au moment d'évoquer le bison ghanéen, bah forcément, on sait que c'est un joueur qui a remporté avec des champions avec Chelsea, qui a été un gros milieu à l'époque à Lyon. Mais c'était bien aussi de se replonger dans les débuts de Michael Essien, parce que c'est un tout jeune joueur qui arrive en Ligue 1 du côté de Bastia, qui se fait repérer après la Coupe du Monde junior. Donc Coupe du Monde U17 où le Ghana termine 3e. Pour l'anecdote, le meilleur joueur de cette compétition, c'était London Donovan à l'époque. Donc voilà, pareil, un peu une séquence rétro. Essien qui arrive, qui parle pas forcément la langue, qui était repéré du côté de Liberty d'Accra, donc le club, l'un des clubs de la capitale ghanéenne, qui vient sur l'île de Beauté. Fred Antonetti, voilà, qui voit débarquer ce jeune joueur de 18 ans, assez timide dans le vestiaire, mais qui n'hésite
n'hésite surtout pas à le lancer. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, voilà, de pas, tu vois, être dans une époque où il tergiversait, il avait pas de temps de jeu, directement lancé. Et c'est vrai que le Hessien de Bastia, je pense que les gens forcément ont retenu le Hessien de Lyon et ce milieu de terrain mythique avec Juninho et Mamad Diarra, qui, voilà, c'était un rouleau compresseur, c'était un milieu extrêmement complémentaire, c'était très difficile face à cette équipe en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Mais le Hessien de Bastia, c'est quand même un joueur qui termine dans l'équipe type UNFP 2002-2003. Donc c'est pas rien. Et Amaury, tu vas pouvoir mettre la séquence. On a retrouvé un témoin de l'époque pour justement nous parler de ce Hessien de Bastia. C'est Sébastien Piocel, l'ancien joueur de Nantes et donc du Sporting, qui nous raconte un peu les souvenirs qu'il a du jeune Hessien qui débarque dans ce vestiaire. Et vous allez voir avec pas mal de noms connus de ce championnat de France, avec les Lasland, les Florian Maurice ou encore les Jocelyn Gourvenec. Je pense que si tu as la séquence Amaury, tu peux l'envoyer. Tu as parlé de quelque chose d'assez intéressant par rapport au vestiaire. Quand il arrive en France, voilà, c'est un tout jeune joueur, il a 18 ans, il parle pas forcément la langue, il connaît personne, mais tu l'as dit, à Bastia, il y avait à cette époque-là des joueurs assez expérimentés. Il y avait Jocelyn Gourvenec, il y avait Florian Maurice, il y avait Lilian Asland, il y avait toi. Tu penses vraiment que ça l'a aidé dans son développement d'arriver dans ce vestiaire avec cette grosse expérience, cette maturité qui permettent à un jeune de se sentir en confiance? Toi, tu parles surtout, ce qui est normal, tu as l'année référence, un peu celle où il était dans l'équipe type. Mais avant ça, il faut se construire. Donc, bien sûr que là, les joueurs que tu as cités, que ce soit Joss, Lasland, il y en avait d'autres. Hein. Mais déjà, là, dès la première année où je suis arrivé, il est arrivé, si je ne me trompe pas, en janvier 2001. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait venir. Je pense que c'est Christian Villanova qui était directeur sportif à l'époque. Mais ces 2 années et demie en fait, qu'il a passé au Sporting, je pense qu'il s'est servi de ça pour grandir lui aussi. Et vous savez qu'au-delà de l'âge, après, on n'y prête plus trop attention. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as un joueur comme lui sur le terrain, que tu as plus de chances de gagner un match, forcément, que tu aies 18 ans ou 30 ans, tes coéquipiers, ils te veulent le meilleur pour que tu puisses gagner des matchs. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'était un peu donnant-donnant. Et Michael, il a eu l'intelligence de prendre ça. Et même si je n'ai pas le souvenir qu'il parlait énormément plus le français quand il est parti de Bastia, un peu plus, c'était intimide, Michael. C'est-à-dire qu'en petit groupe, c'était quelqu'un qui aimait bien rigoler, mais dans un vestiaire, voilà, il savait rester à sa place, il savait se concentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est ça aussi qui a fait sa force. Et je suppose, je le vois bien arriver à Lyon dans un vestiaire qui était forcément encore plus important en termes de niveau et d'exigence. Voilà, je le vois bien arriver un peu sur la pointe des pieds dans le vestiaire, mais une fois qu'il rentre dans l'arène, sur le terrain, c'est quelqu'un qui se transforme et qui était quasiment tout le temps performant. Merci beaucoup Sébastien d'être venu dans Ligue 1 Legends. Merci à vous. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Voilà, merci à l'ami Seb Piocel pour cette anecdote de l'époque. D'ailleurs, voilà, en revoyant des images, Shawki Ben Sada qui avait la coupe de Roberto Baggio, moi ça m'a un peu marqué quand même. C'est vrai qu'il avait la même coupe. Donc voilà, le petit emploi. Ce qui m'a aussi, je pense que Amaury, tu vas pouvoir envoyer les images cette fois-ci de l'époque lyonnaise, là où Essien s'est révélé, est parti à Chelsea pour un montant record à l'époque, 38 millions d'euros. À savoir qu'Olas en demandait quand même 50 à Abramovich. Il y a eu le deal un peu de Thiago aussi qui est rentré dans l'affaire. Mais ce qui m'a marqué en fait avec le Essien de Lyon, c'est que forcément il y avait ce milieu de terrain-là avec Juninho et Diarra, mais en fait il y avait de la permutation, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment, je pense tous, que Juninho et Essien étaient peut-être plus en relayeur et Mamadou Diarra en 6, et en fait des fois sur certaines séquences ça tournait, c'est-à-dire que c'était Essien qui récupérait le poste pour permettre à Mamadou Diarra de se projeter. Essien aussi avait un rôle de temps en temps quand Dorasso était intégré au milieu, Essien n'hésitait pas à aller carrément ailier droit, vraiment occuper un rôle d'ailier, un peu surprenant parce que il y avait Govou qui lui rentrait plus à l'intérieur. Du coup c'est aussi ce profil un peu tactique qui m'a plu chez ce Michael Essien. C'est un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes différents, et puis forcément si on revient sur le profil, surtout le surnom, le bison, c'est vrai que c'est quelqu'un qui écrasait tout sur son passage, quoi. Il était lancé, quand il arrivait projeté à 20-25 mètres, qui pouvait armer.
t'étais sûr que ça allait faire gamelle, hein, que la frappe elle allait pas terminer au-dessus, que le gardien allait avoir beaucoup de mal à l'arrêter. Et je comprends mieux pourquoi en l'espace, il est resté que 2 saisons à Lyon. Il a vraiment marqué les esprits et je pense que ça fait partie de ce milieu de terrain lyonnais qui restera dans les mémoires parce que voilà, tu pouvais changer des pièces et tout. Je pense que quand même. C'est les deux Obrana qui nous en parlait la dernière fois. Il disait tu te retrouvais au milieu de ces trois-là, c'était le triangle des Bermudes, quoi. T'existais plus. C'est dur d'exister. Enfin surtout Mamadou Diarra, Essien, leur prendre le ballon, le défi physique. Juninho, voilà, la postérité retiendra peut-être plus ses coups francs, mais en milieu de terrain, lui aussi, c'était un sacré manière de ballon. Donc voilà, c'est vrai que se replonger dans ce Essien-là, qui a marqué pas mal de buts, il en marquera un peu plus du côté de Chelsea quand même, mais voilà, équipe type UNFP 2003-2005, un joueur à part. Et encore une fois, bravo, je pense au Sporting d'être allé le chercher au Ghana, d'avoir eu l'œil du scout, de surveiller cette Coupe du Monde U17. Et voilà, Fred Antonetti en poste du côté de Metz. Voilà, c'est bien aussi de reconnaître le mérite qu'a eu Fred Antonetti, de lui faire confiance, ce tout jeune joueur qui parlait pas français, qui arrivait dans un vestiaire de vétérans, de le lancer comme ça dans cette Ligue 1. Et on a pu voir que le Bastia, à l'époque, a su faire une très très belle place à ce Michael Essien. Ouais, moi, c'est vraiment l'un des joueurs qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus impressionné en termes de puissance. Il y a pas énormément de joueurs en Ligue 1 qui m'ont marqué comme ça à ce niveau-là. Je pense et qui en plus de ça avaient la qualité technique. Parce que oui, des grands costauds, des puissants, on en a vu un paquet en Ligue 1, ça c'est pas le souci. Mais qui allient aussi la qualité technique, l'intelligence de jeu comme Michael Essien, il n'a pas eu énormément. Ça me fait penser plus à des mecs comme Drogba, lui aussi, énorme joueur sur tous les niveaux. Et c'est des mecs où tu sais. Tu regardes 2 matchs d'eux, tu dis ouais bon ok, ça c'est presque déjà trop bien pour notre Ligue 1. Tu sais que ça va partir dans les meilleurs clubs européens, tu sais que ça va finir, voilà, là ça a été Chelsea, il passe au Real d'ailleurs aussi, Michael Essien, mais bon, il était déjà un petit peu plus sur la pente descendante. Mais oui, c'est vraiment l'un des joueurs les plus marquants, je trouve, de ces 20 dernières années. J'ai plus la temporalité, peut-être qu'Adrien pourra me dire quelle saison c'était exactement, mais moi je sais que je devais avoir environ 10 ans à ce moment-là, ça doit être en 2004, 2005. Ouais, il fait 2000 à 2003 à Bastia et 2003-2005 à l'OL où il remporte les 2 titres avec Paul Le Guen notamment. Voilà, moi je sais que en tout cas à cet âge-là, c'est forcément l'épopée de Lyon aussi et les titres successifs qui m'ont fait m'intéresser aussi à la Ligue 1 à ce moment-là, parce que je suivais Nîmes, mais plus jeune et en Ligue 2, voire en National. Et donc c'est vrai que c'est un de mes premiers souvenirs au milieu de terrain, quoi, quand même. C'est super marquant, hein, Michael Essien, quand tu as 10-11 ans et que tu découvres un joueur comme ça, avec une telle explosivité, un joueur si puissant, ça reste forcément en mémoire. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai grandi pareil comme toi dans cette Ligue 1 là où Lyon a surdominé. C'est une équipe que j'ai adoré détester parce que voilà, il nous faisait mal et tu vois avec du recul en regardant ça tu te dis quelle équipe, dommage qu'il n'y ait pas eu une épopée un peu plus importante avec des champions qui ne soient pas allés chercher le dernier carré. C'est arrivé à l'époque avec Lisandro Lopez, Claude Puel, mais cette équipe là, bah voilà, il y a eu des épisodes marquants, tu vois, PSV Eindhoven, le penalty Neymar, le but de Pippo Inzaghi à dernière minute du côté du Milan, mais ouais franchement quelle équipe quoi. Enfin ce milieu de terrain là, tout le monde le montre en épingle, mais pour la postérité, je pense qu'on fera jamais mieux dans notre championnat. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'allier autant l'intelligence de jeu, la technique et la puissance. Vraiment, le milieu Essien, Juninho, Diarra, c'était injouable. C'était absolument injouable, vraiment. Et du coup, je pense que vous l'avez vu passer cette semaine, quelqu'un qui a dit, voilà, est-ce que vous avez des joueurs, ils sont passés par des clubs qu'on a totalement oubliés, voilà, des transferts qu'on a zappés. Mamadou Diarra, qui a joué à Monaco, moi, ça m'avait totalement échappé. J'avais complètement oublié aussi. Il est revenu quelques années après son passage au Real, il est revenu en Ligue 1 du côté de Monaco. Il a joué une dizaine de matchs. J'avais totalement zappé ça. Et pourtant, c'est Diarra, tu vois, c'était un monstre au milieu de terrain. Ouais, mais aucun souvenir. Complètement oublié. Alors là, même en me le disant, là, j'ai pas le souvenir d'un match de Diarra à Monaco. Incroyable. Mais tu vois, Monaco, c'est ça, c'est qu'il faut revenir tellement de joueurs qu'au bout d'un moment, t'oublies, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Il y en a tellement qui sont passés par ce club. D'ailleurs, ça me donne la transition. C'est parfait. Désolé, tout à l'heure, je m'étais un petit peu emballé. Je suis tellement pressé, en fait, qu'on parle de ce match. En même temps, vu le match, je pense que vous le comprendrez bien. Hein. Monaco-Nice 2005, l'une des plus belles remontadas de l'histoire de ce championnat. Et là, pour le coup, il n'y a rien de chauvin, vous allez le voir. Max, vas-y. Ryan Chauvin, Free Maxime quand même, hein, qui était obligé de... Non, pour le coup... mais c'est vrai, en termes de remontada en Ligue 1, t'as le Monaco-Nice et t'as le Montpellier-Marseille. Ouais, oui. Alors moi, il m'avait pas marqué. Moi, c'est un match que je connaissais pas, donc que j'ai regardé de A à Z.
Je peux pas tout regarder, Alex. Je suis désolé, les Victor Agali. Moi, je vais découvrir. Regarde pas les matchs de Victor Agali. Moi, je vais découvrir, Alex. Je suis Toi, désolé. tu vas découvrir totalement. Alors, les on va deux, remettre un petit peu direct, sans indemnité, faute professionnelle. On sait très bien que le clan niçois, entre la LFP et toi, il y a un clan niçois qui est pas très agréable. Il me déplaît un peu, c'est ça. Bref. On reviendra pas là-dessus. Non, pour donner un peu le contexte pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi on parle, 9e journée de Ligue 1 2004-2005. Match qui fait partie du fameux multiplex du samedi soir, donc qui est pas mis en avant, Alex, pas mis en avant à la base. Bah évidemment, oui. On redit quand même. Monaco est premier avec... Monaco premier avec 17 points, qui a encaissé 5 buts seulement en 8 rencontres, et Nice 15e avec 9 petits points. Donc on voit que les dynamiques sont pas exactement les mêmes. Il y a forcément un favori dans ce match-là. On est quelques mois après la finale de Ligue des Champions entre Monaco et Porto. Bref, il y a quand même un favori. Je pense que Alex, t'y croyais pas trop avant le match. Enfin, faut le dire. Nice non, clairement pas. Était l'outsider. Alors en fait, j'y croyais pas, dans le sens où c'est vrai que c'était une époque où en fait Monaco et Nice avaient une tendance assez incroyable à toujours aller gagner chez l'autre. Genre Nice allait toujours faire des résultats au Louis II et Monaco allait toujours faire des résultats au Stade du Ré. Mais c'est vrai que cette saison-là de mémoire, elle était pas fameuse. Alors que Monaco, bah voilà, tu l'as dit il y a 2 secondes, c'était l'équipe qui, enfin c'était pas la même équipe, mais venait de faire la finale de Ligue des Champions, avait perdu des joueurs majeurs, mais avait beaucoup recruté. Normalement, on a la composition d'équipe. Vous allez voir les noms. Enfin, c'était quand même du très lourd. Donc effectivement, on partait clairement pas gagnant sur ce match-là. Ben justement, avant de lancer les images, peut-être Amaury de nous montrer les compos. On va commencer par l'équipe qui recevait, l'équipe de Monaco. Je sais pas si tu les as. Ben voilà, elle arrive. Donc Flavio Roma dans les cages, une défense entre 3 et 5. Alors c'est évidemment, il va y avoir des changements rapidement dans le jeu, donc on vous les a mis là pour que vous ayez une idée de qui était titulaire, mais il y a des choses qui bougent un petit peu. Défense à 3, JV Rodriguez-Kilachi qui bougeait beaucoup. 2 pistons sur les côtés, Evra Maicon, Evra qui était quand même relativement haut sur le terrain sur ce match-là. Oui. Zikos Farnerud au milieu. Devant une triplette Chevanton, Saviola, Adebayor, et notamment il y avait une immense hype autour de Chevanton qui venait d'arriver à Monaco. Et en regardant le match, c'est vrai que les réalisateurs de l'époque faisaient quand même beaucoup de plans, et c'est ce qui m'a surpris sur Chevanton. À raison, on va le voir dans les premières minutes. Qui venait de Lecce, je crois, en Italie. Ouais, c'est ça. Et qui avait cassé la baraque là-bas. C'est ça, et qui arrivait avec un statut quand même un peu plus important, alors que il y a quand même Saviola. Moi, dans mon inconscient, j'aurais pensé que c'était lui la star un peu de l'attaque à cette époque-là, mais pas du tout. A priori, c'était quand même Chevanton chez qui il y avait beaucoup d'espoir. Et si on peut avoir la compo de Nice, avec notamment dans les cages quelqu'un que t'aimes beaucoup, Alex. Le pauvre, mais faut qu'on arrête de lui mettre des balles perdues. Un jour, il va tomber sur nous, il va croire qu'on a un truc contre lui. Non, mais alors s'il nous écoute, qui ne regarde pas les 10 prochaines minutes, ça ne va pas lui rappeler de bons souvenirs. Défense, globalement, plus ou moins la même formation. Donc, Varro, Abardonado, Kobos, Traoré, Grenet. Abardonado, Kobos, Traoré. Fallait pas trop s'y frotter. C'est pas une défense, t'as pas envie d'y aller, comme ça, naturellement. Là, c'était bien années 2000. Là, clairement, c'est ce que nous disait Charlie-Tange la dernière fois, quoi. Ça te mettait des coups, ça te tirait les oreilles dans les contacts. C'était n'importe quoi, mais vraiment, t'avais 3 guerriers absolument incroyables. Moi, je suis ultra fan encore de ces 3-là. Echouafni Balmont, alors c'était parti. Echouafni qui va rapidement sortir sur blessure. On va pas le voir dans les images, mais il va rapidement sortir. Et c'est Serge Dié qui va rentrer. Et Serge Dié, il sera très important dans les images qu'on va voir juste après. Et une triplette devant, Roudet, Vairua, Agali, qui sur le papier est quand même légèrement moins sexy que Chevanton, Saviola, Adebayor. Encore que Vairua, ça taquine le ballon. Hein. Et Chevanton, Adebayor, Saviola. Alex, s'il te plaît. Oui, non, mais... Bon, quand même. T'as pas l'air convaincu. Mais Roudet, j'essaie de défendre un peu, quoi. Agali. Et dans 5 minutes, tu te dis que Balmont, c'était Ballon d'Or. Il y a pas de... C'était le Roy Keane français, tout à fait. Voilà. Regarde bien qu'Agali va être comparé à Drogba. Stéphane Gianni et le David Silva français. Florent Balmont peut très bien être le Roy Keane français. Je suis désolé. Bien sûr, Alex. Et donc, coaché d'un côté par Didier Deschamps et de l'autre par Gernot Rohr. Amaury, si tu as les images...
Donc c'est un match qui va démarrer relativement rapidement. Je suis pas persuadé que vous voyez les images, donc forcément ambiance derby à Louis II. Petite ambiance, mais quand même beaucoup de Niçois. On va les voir après. L'époque où les déplacements étaient quand même un peu plus conséquents parfois, même sur les derbys. Petit craquage. Monter en scooter à Monaco, c'est la tradition, ça. Bien Exactement. Sûr. Et ça démarre fort. Chevonton pour sa viola de la tête. Alors, c'était pas le plus grand, mais la tête est magnifique. Donc là, on est à la 5e minute de jeu. Donc là, quand même, le favori qui ouvre le score dans le derby contre une équipe de Nice qui était mal en point par le biais de ces deux stars. Bon, Alex, là, tu te dis, pas ouf. Ah ouais, non, mais clairement pas. Clairement pas. Ça peut être long. Et 10 minutes après, on va le voir, encore Saviola, alors qui tricote. Petite balle piquée, déviation de Chevonton, but d'Emmanuel Adebayor. Alors, je ne te demanderai pas ton avis sur la... On va dire qu'il était sur le reculoir. Donc, difficile d'intervenir. La déviation est quand même bien heureuse, moi, je trouve. Hein, on va dire qu'ils étaient tous bien placés. Oui. 2-0 après un quart d'heure de jeu. Là, bon, c'est pas fou. Surtout que derrière... Echouafny va sortir, François Grenet va sortir, toujours dans la première demi-heure. Sur blessure, alors on le voit un petit peu, donc on voit Serge Ledier sur l'image. Bon, c'est un derby, hein. Ça se met quand même, ça se met un peu, voilà. Le duel Agali-Rodriguez. Voilà, Agali qui la rend à Rodriguez 3 minutes après. Bon, on est sur un derby. Et là, on va passer en seconde mi-temps. Nice qui est quand même beaucoup mieux, qui revient beaucoup mieux dans le match malgré le fait qu'il soit mené 2-0. Sami Traoré qui a 2 doigts d'égaliser, en tout cas de réduire la marque. 2 minutes après, rebelote. On sent que le vent tourne un petit peu. Bon, Monaco a quand même 2 buts d'avance, mais le vent tourne. Et là, pas du tout. Le vent ne va plus tourner du tout parce que... Oh là là, j'avais oublié. Disons que c'est une sortie un peu maladroite de à peine. Le Manuel Neuer français. et l'enchaînement est beau. L'enchaînement d'Adebayor est parfait. Très beau, ouais. Magnifique, très propre. Ouais. Bon, 3-0 après 1 heure de jeu. On se dit, les carottes sont cuites. Ouverture magnifique, je maintiens, de Serge Ledier pour Marama Vairua. Bon, voilà, Victor Agali, 67e minute, qui réduit la marque. Personne n'y croit vraiment. On voit, il va rechercher le ballon, mais ouais, tu sens que bon. Timidement. 3-1 quand même. Alors, bon, il reste 20 minutes, c'est compliqué. Et puis pourquoi pas ? Parce que 3 minutes plus tard, on va le voir. Eh bien, alors, il y a le coup franc, effectivement, du Roberto Carlos droitier et français, Florent Balmont, voilà, qui a 2 doigts de tromper Flavio Roma. Donc là, l'espoir renaît un petit peu. On se dit, et si ? Alors peut-être. Et on a peur quand même, parce que Chevonton est à 2 doigts de mettre le 4e. Alors il fera un petit bisou au photographe, je ne sais pas quel est leur lien. Exact. Quel est le lien entre les deux ? Bon, peut-être, ou un cadeau, un présent comme ça. Et justement, 2e belle ouverture de Serge Ledier, d'où l'importance. Et là, Victor Agali, qui... ça m'a rappelé Ronaldo à l'Inter, un petit peu. Quoi qu'il arrive, ça fait 3-2. C'est l'émission des comparaisons. Ça fait 3-2. Et là, craquage dans le parquage niçois. On se dit qu'on est peut-être pas loin de quelque chose d'historique, de remonter le grand Monaco. Donc là, tout se passe en 5 minutes, hein, quand même, depuis le premier but d'Agali. En plus, je me souviens, tu avais une banderole en début de match avec des ultra monégasques, parce que oui, il y en a. Avec ce soir, c'est votre Coupe d'Europe. Autant dire qu'on l'a pas loupé, celle-là de Coupe d'Europe. Et ben voilà, 3 minutes après, triplé de Victor Agali. Alors j'ai vérifié, seul triplé de sa carrière. Il marquera 6 buts en Ligue 1 cette année, dont 3 ce soir-là. Bon, voilà. Là, je pense qu'Alex, tu étais torse nu chez toi ou dans le stade, je ne sais pas. J'avais pas pu aller au stade, j'étais dégoûté. Le pote avec qui j'allais au stade à cette époque-là m'avait planté. C'était ses parents qui nous amenaient en voiture. Donc, j'avais pas pu y aller. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. À 3-0, je dis bon, finalement, ça va. Et après, à la fin du match, je sais pourquoi j'ai pas été. Quel âge t'avais, Alex, à ce moment-là ? 22. 40, 42, là ? Je sais pas, je devais avoir peut-être 15-16 ans, un truc comme ça. Et donc là, on le voit hein, sur les images, Monaco qui pousse quand même, parce que Piqué, alors Abardonado, Cobos, Labar, tout le monde s'y met pour empêcher Monaco de mettre le 4e but. Et là, Victor Agali, pour moi, c'est pas décisif de Victor Agali. Marama
et Marama Vairua qui met le 4-3. La remontée, hein, on parle pas de remontada, c'est la remontée. Et voilà. La célébration Payet, très Ligue 1 légende aussi. Mais encore, Victor Agali, hein, pour moi, c'est pas décisif, c'est pas Roudet, hein, c'est Victor Agali c'est pas Varro, pardon. Là, cette petite patte levée, ça vaut passe décisif quand même. Ah, c'est ce toucher de balle subtil, incroyable. Et derrière, il reste 10 minutes. Toto Schilacci est à 2 doigts d'égaliser sur corner. Mais le match va plutôt se tendre, plutôt que... Alors, spoiler, il y aura plus de buts, mais il y aura encore quelques tacles, dont celui-ci. Voilà, de Julien Rodriguez sur Florent Balmont. Bon, petit tacle de poète à la 90e minute d'un derby. Ça accouchera donc d'une petite générale. Mais c'est aussi ça, la Ligue 1 qu'on aime. C'est voilà, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, 90e minute, première générale. Et voilà, plus rien ne sera marqué. Et au coup de sifflet final, parce que ça reste un derby. Deuxième petite générale qui vient gâcher un peu les célébrations. On voit José Cobos qui est très heureux et qui d'un coup va changer un peu de visage parce que il va aller défendre ses petits copains. Et voilà, finalement, ce match-là était vraiment un match de légende. Et j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 90 minutes, surtout pendant 45. La deuxième période. Il y avait tout dans ce match. Ça, c'était un vrai derby. Puis surtout, en plus, il y avait du chambrage de tous les côtés. Je parlais de la banderole tout à l'heure des Monégasques. Ce soir, c'est votre Coupe d'Europe. Tu avais Maicon et Chevanton qui, à 3-0, vont devant le parquage. C'est même pas un parquage. C'était devant tout le virage là, des Niçois. Ils viennent leur faire des doigts d'honneur et des grands gestes comme ça, leur dire on vous la met bien comme il faut. Il y avait tout dans ce match, voilà, les gros tacles, tout, et derrière t'as ce scénario incroyable. D'ailleurs, il y a Bouygues, supporter monégasque dans le chat, qui raconte. Il y a quelques années, j'avais croisé Deschamps et on avait parlé de ce match et il nous avait dit que ça restait l'un de ses pires matchs comme entraîneur, qu'il avait mis des semaines à se remettre de ce match. Alors, vu le scénario, on peut le comprendre. 4 buts en 25 minutes, hein. Pour remettre les choses dans leur contexte. 4 buts niçois en 25 minutes, je pense que c'est la plus grosse remontée de l'histoire en si peu de temps, voire la plus grosse remontée tout court. Enfin non, parce qu'il y a le Montpellier-Marseille. Le Marseille-Montpellier. Il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs, celui-là. Ouais, qui est assez immense. Donc on a déjà le programme, on peut déjà vous proposer le programme de la prochaine émission. Il y aura Marcel Monaco, il y aura, je pense, à Vladimir Smisser. Mais non, au-delà de la blague, merci au gang niçois qui traîne un peu autour de moi, parce que franchement c'était un super match et je me suis régalé. Ah ouais, non, et Victor Agali, quoi, ce mec éphémère. Victor Agali, on sait où il a fini. Après, il mal fini. Non, je sais plus du tout. Mais moi, je me souviens en fait. Donc après ce match, tu avais des rumeurs qu'il annonçait de partout, notamment dans les gros clubs français, notamment le RC Lens qui était hyper chaud. On avait trop peur. On fait non, mais il est trop fort. On veut le garder. Au final, donc on l'a gardé. Alors qu'en fait, il a plus jamais rien fait, quoi. Et pour l'anecdote, ce mec avait été recruté à l'aéroport par Gernot Rohr, qui l'avait croisé et qui l'avait connu à une certaine époque. Et il dit comment ça va, t'en es où en ce moment? Là, tu vas dire écoute, je reste d'une expérience à Schalke qui a mal tourné, je suis sans contrat. Viens à Nice, tant qu'à faire. Le mec a été recruté comme ça sur un coup du hasard, quoi. Si vous voulez la suite de sa carrière rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que tout le monde ne le sait pas, il a fait 2 clubs turcs, ensuite il a fait le Hansa Rostock en Allemagne, il a fait le Skoda Xanthi en Grèce. Il a pas fait Schalke, c'était Hansa Rostock? Non, Hansa Rostock, ouais. Il a fait Schalke, c'était avant Nice. Il a fait Schalke, d'accord. Juste avant Nice. Et il avait déjà fait le Hansa Rostock juste avant Schalke. Ensuite, il a fait le Anorthosis Famagouste en Chypre. Ensuite, il est parti en Grèce et il a fini en Chine en 2010. Et il était passé par l'OM, s'il y a des supporters olympiens qui traînent là. Je crois que c'était époque D2. 97. Ouais, c'est mauvaise période, hein. C'est pas les plus belles années. Mais il était passé sur 5-6 matchs. 6 matchs, ouais, c'est ça. 0 but, 0 souvenir, voilà. Il avait une dégaine très particulière quand il courait souvent avec les 2 mains comme ça. C'était très bizarre, vraiment, les 2 mains tendues. Et une fois, je raconte ma vie, hein, désolé, je me la joue Sami Ouachtabi aujourd'hui. Il a fait des jongles en boîte. Non, mais c'était très drôle, c'est qu'en fait, un jour, je m'entraînais au foot, donc dans un terrain juste à côté des pros d'ailleurs de l'OGC Nice. À l'époque, c'était très convivial. Hein. Mais c'était des années et des années après. Agali, ça faisait très longtemps qu'il ne jouait plus ici, qu'il n'était même plus en France. Et je vois un mec au loin comme ça, qui était en train de faire des tours de terrain tout seul.
Et je le vois avec les mains comme ça. Et de loin comme ça, je vois ce grand mec comme ça avec les mains. Je suis purée, on dirait Victor Agali, quoi. Incroyable. Et du coup, je me rapproche de lui et je vois c'était lui comme ça qui était là tout seul en train de s'entraîner. Je l'avais reconnu même à cette dégaine tellement atypique, quoi. Bref, c'est très très bon souvenir malgré tout, Victor Agali. Oui, ça fait partie des joueurs qui sont, je pense, dans la légende d'un club sur un match. Ça, c'est absolument. Beau. Parce que bon, 6 buts, j'imagine que tu ne te souviens pas des 3 autres, Alex. Tu tiens un sujet là. Ah, les 3 autres buts d'Agali, non, j'en ai aucun souvenir, très vrai. Ah oui, Buiz aussi qui nous rappelle que il y avait aussi une belle banderole des Niçois dans ce match-là. Il y avait marqué avec une banderole avec écrit Bienvenue au Monégasque. Tant le stade était rempli de Niçois. Elle est drôle. Oui. Celle-là aussi, elle était pas mal. Ouais. Ah oui. Les On est chez nous sonnait très très bien au Louis II à cette époque-là. Ça, c'était la belle époque. Sa carrière s'est plus ou moins terminée après une histoire d'arrestation aux Pays-Bas à cause de faux passeports. Je viens de lire. Ah, très bien. Il a fait des faux passeports et derrière il part en Chine. Il n'a pas très bien fini. Ah, et quand même, effectivement. Attends, il a fait sa carrière. Hein. Il a fait plein de clubs. C'est déjà pas mal. Sans doute international en plus. Oui, international nigérian. Nigérian, ouais. Avec les Super Eagles. Et oui. À une époque, en plus, où le Nigeria, c'était vraiment pas mal. Hein. Le nouveau de Nwangwu peut-être même. Ouais, dans le profil. pas dans le talent, mais dans le profil, il y avait un truc. Bon, les gars, merci en tout cas pour les souvenirs. C'était un vrai bonheur, encore une fois, cette émission. J'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir avec nous dans le chat. Pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper puisqu'on va très rapidement vous mettre le replay intégral sur la chaîne YouTube de la LFP, de la Ligue 1 Uber Eats. Donc voilà, n'hésitez pas, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Ligue 1 Legends. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur Twitter ou même sur les commentaires du replay YouTube, n'hésitez pas. Si vous avez des joueurs dont vous aimeriez entendre un petit peu parler dans notre émission, on est à l'écoute. Merci à vous les gars pour vos chroniques, c'était un vrai bonheur. Un plaisir. Et passez tous un très très bon week-end. Salut. Bon week-end, salut. Ciao.